Bonjour et bonsoir à tous. Vous écoutez le Cinémascope, le podcast qui élargit votre vision du cinéma. Je m'appelle Eliès et aujourd'hui je suis accompagné de mes fidèles compagnons Thomas, Bonjour. Gabriel Bonjour à tous. et Alexandre. Bonjour. Donc, pour les nouveaux arrivants, je vais réexpliquer comment se structure ce podcast. Il se structure autour de plusieurs rubriques. On va commencer dans un premier temps par les actualités de la semaine, où nous allons parler de nouvelles annonces de films, de moments chocs dans l'industrie du cinéma ou bien de décès d'acteurs. Dans un deuxième temps, nous allons parler des films sortis la semaine dernière. Donc dans cette émission, on parlera surtout de Bugonia et de Zootopie 2. Ensuite, nous allons parler des sorties de la semaine, de ce qu'on attend de celles-ci et pourquoi ça nous intéresse ou pas. Ensuite, nous allons avoir un petit sujet, carte blanche pour l'équipe, de ce podcast qui va être les sous-genres dans le cinéma d'horreur. Et enfin, nous allons, terminer avec, la petite rubrique qui est les lacunes de Thomas, qui est portée sur un film classique que tout le monde a vu, sauf Thomas. Et nous allons commencer, dès maintenant. Alors, moi, la première actualité de la semaine que j'ai vue, c'est, on parle toujours de premières images, visiblement, dans ce podcast, c'est le film Gourou. Comment être plus focus, comment être plus précis dans son écoute, comme dans sa capacité à être écouté et donc à convaincre. Et attention à la cheap dopamine, on en a parlé. Les jeux vidéo, les réseaux sociaux, le porno. Avec quelques règles de vie, vous allez pouvoir faire comme moi. Avec Pierre Ninet, qui est du coup le premier film de sa société de production, 90 Films. Et du coup, c'est une collaboration avec une autre société de production. Et c'est le deuxième partenariat entre Pierre Ninet et Yann Gozlan, qui a fait Boîte Noire ensemble, que moi j'avais bien aimé. Je sais pas si vous l'avez vu, vous. Je l'avais vu, j'avais beaucoup aimé. C'était très bien. Moi, ça m'avait surpris dans un paysage cinématographique français où il n'y a pas grand-chose. Mmh. C'était assez frais. Moi, j'avoue que ça me parle pas. J'ai pas vu, Boîte Noire, ni son dernier qui était, Dalloway, c'est ça, sur, l'IA? Non, je l'avais pas vu non plus. Mais ouais, moi, c'est pas un cinéaste qui m'intrigue énormément, Yann Gozlan, et non, moi, j'ai vu aucun de ses films, honnêtement. Moi, Gourou m'intrigue quand même pour ce qu'il va dire de cette critique qu'il fait des influenceurs qu'il appelle des gourous, mais des influenceurs entrepreneurs qui Ouais, donnent c'est des ça. conseils de vie. Ça m'intrigue. J'ai peur que ce soit un peu vieux jeu, même si j'ai quand même confiance en Pierre Ninet qui n'accepterait pas tout et n'importe quoi quand même. Oh, Ouais, Mais mais je pense qu'il peut accepter tout et oui, n'importe quoi, mais je suis quand même intéressé par le sujet. disons le trailer TikTok là, qu'ils ont fait. C'est un peu caricatural, mais ça m'a pas choqué non plus, donc je pense que ça Mais peut aller. après, il y a un côté de toute façon caricatural dans les mascus, où c'est Mm. vraiment très cliché tout ce qu'ils font, et donc, ouais. Puis, comme je disais, Boîte Noire, là où vraiment je trouvais que le film était réussi, c'est sur la pression Ouais. qu'il mettait Ouais, tout ouais. le long. Et donc, un truc sur le milieu, voilà, mascu, tout ça, je pense que ça peut très bien rentrer avec. Moi, de base, quand je suis tombé sur le trailer, j'ai cru que c'était fait par IA, genre qu'on avait pris Pierre Ninet quand il faisait dire de la merde. Donc, non, là-dessus, ça a bien marché sur moi. Mais je trouve que l'inspiration de Magnolia est un peu trop poussée et que ça va un peu plus loin que l'hommage. Et on dirait juste qu'ils ont tiré une scène de Magnolia. Et... moi, ça me C'est dérange. pas le même genre de C'est pas le même de genre goût que d'influenceur. Magnolia. Ouais, c'est ça. Là, il y a un côté beaucoup plus actuel. Ouais. Magnolia, c'est vrai que Et moi, c'est vraiment à l'époque, c'était quelque chose d'assez particulier. C'est pour le coup, le personnage de Tom Cruise dans Magnolia, c'est vraiment un personnage spécifique qu'on croise que si on va à ces spectacles, Ouais. tout ça. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est tous les jours qu'on peut voir je comprends. et consommer du contenu comme ça. Mais j'ai l'impression, en tout cas dans l'interprétation de Pierre Ninet, que de Mm. revoir un sous Tom Cruise. Donc j'avoue que c'est un peu plus qu'un hommage, je trouve, qu'une inspiration. Mais après, si c'est bien géré et avec ce que j'avais apprécié en Boîte Noire, ça peut faire un très bon film. Donc ça m'intrigue. Ouais, mais après, comment tu peux montrer un mascu autrement qu'en Il est le pas faisait en masculin. caricature? Enfin, moi, du trailer, c'est juste un coach. Mais tu sais en qu'il va l'être. self-development, ouais. On les Ah ouais. connaît. Ça m'a pas l'air visé, en tout cas, vers un truc très mascu. Je pense que Ouais. si c'était plus visé mascu, en tout cas, je pense qu'il aurait plus appuyé dans le trailer pour Ouais, un je suis truc de, d'accord.
s'en sortir dans cette société de faibles, etc. Un Ah, truc ok. un peu dans ce style, un peu Andrew Tate ou Alex Hitchens. Ouais. Là, je pense que c'est vraiment un truc en mode self-development, devenir la meilleure version de toi-même, etc. Ok, j'avais pas bien. Ouais. Parce que moi, j'avoue, quand j'ai écrit du coup, cette rubrique, j'avais failli écrire mascu et je me suis dit, ouais, mais en soi, il n'y a rien de très mascu dans le trailer, quoi. Ouais, On le sent parce qu'on connaît ce genre de personnage. Du coup, nous, on a tendance à faire le lien, mais dans le trailer, il n'y a rien qui tant que ça vers ça. ouais, mais c'est un genre d'Alex Hitchens. Oui, oui, donc ça va évidemment. finir. Ouais, Je ouais. pense qu'il y aura les deux. Donc. Oui, c'est comment dire, un entrepreneur, Ouais. un truc. Mais dans tous les cas, oui, même si c'est pas masculin directement, il y a un côté de toute façon Oui. très masculin dans ses discours. Ouais, Il y ouais. a, il y a ces Donc, personnages. Enfin, je pense que ça sera corrélé, même si c'est pas le. Le Le sujet, ouais. Mais comment tu fais, je sais pas, 1h30, 2 heures de film là-dessus? Ah, Ouais, si, y a je plein pense de un trucs à peu, dire. ouais. Parce que Si en tu voit le fais- trailer, il y a 2-3 intrigues parallèles qui sont pas tant enfin. Parce que si Je sais tu pas. fais un truc un peu Rise and Fall, où tu vois le mec qui commence à faire cette vidéo, ça prend de l'ampleur, puis après il prend la grosse tête et c'est l'un dégringolade, je sais pas, la drogue, les trucs un peu clichés qu'on voit dans tous les Rise and Fall, mais je pense que ça peut tenir sur un film. Moi, je Ok. pense que le titre du film, c'est Gourou. Donc, ça va sûrement être aussi sur des gens qui suivent Mm. cette personne Qui et le voir. dépasse un peu, ou je sais pas quoi. Non, moi, je Pas pense vraiment. vraiment que ça va être plus sur les effets que ça fait aux gens. Ok. Et peut-être un film français à la con, il se remet en question, je sais pas. Mais ça m'étonnerait Bah, en ayant vu Boîte que Noire, ça soit je Rise me doute, je me doute qu'il y ait une évolution positive du personnage en mode une rédemption. Je doute en ayant vu Boîte Noire. Mais on sait J'ai jamais. pas vu, j'ai pas vu. C'est pour ça que j'en dis pas plus. Mais on va parler des sorties la semaine dernière et on va commencer par Bugonia. A flower, then a honeybee. The workers gather pollen for the queen, Good morning, Corey. Good morning, Michelle. but the bees, they're dying. J'annonce qu'on va spoiler allègrement. Donc, si vous voulez pas être spoilé, merci d'aller à cette minute-là. 33 minutes et 34 secondes. Je vous écoute. Est-ce que tout le monde ici a vu Bugonia déjà? Ouais. On l'a tous Oui. Parfait. Et qui n'a pas aimé Bugonia? Il me semble que personne n'a pas aimé. On n'a pas Pas aimé aimé, au c'est un même gros degré. mot. Ok. Ouais, donc c'est un film de Yorgos Lanthimos, qui est un réalisateur grec qui fait des films aux États-Unis, avec Emma Stone et Jesse Plemons, qu'il avait déjà fait tourner sur ces deux derniers, Kinds of Kindness et Poor Things, Pauvre créature. Et le film raconte l'histoire d'un ouvrier, je crois, de quelqu'un qui travaille dans une usine Ouais. avec son Mazo. ouais, Ouais. avec son frère ou son cousin, Poudre. son cousin qui a un retard mental, et qui vont aller kidnapper la PDG De d'une l'usine à laquelle il bosse. ouais D'une entreprise pharmaceutique. ouais Donc, Oui, mais c'est pas- Elle est physique. Non, elle est chimiste. Ouais, mais c'est aussi le Oui. PDG de l'entreprise. Mais, Oui, c'est ça. ouais. Mais elle est surtout PDG de l'entreprise Oui, Ouais. pharmaceutique. je sais Oui. pas quoi. Donc une PDG d'une entreprise pharmaceutique pour laquelle travaillent les deux personnages masculins. Ils vont la capturer parce qu'ils sont convaincus et certains que cette personne est un alien envoyé sur Terre pour détruire l'humanité. À travers des abeilles, en Oui. tuant les reines abeilles. Et Mm. un phénomène de dérive, je sais plus quoi, de d'effondrement social à partir des Un abeilles. phénomène de population. Voilà, je à partir Ouais. des abeilles. Qui est un vrai phénomène, parce que de ce que j'ai vu, qui est vraiment théorisé. Donc, bon. Et ouais, c'est un film qui parle d'une emprise sur l'emprise mentale, qui parle beaucoup de complotisme aussi. Ah oui, oui, On c'est le voit- le sujet c'est principal. le sujet principal, on le voit se renseigner sur des sites un peu douteux, et être persuadé de ses idées. Et elles sont confrontées à celles de cette PDG, du coup, qui clame son innocence et qui lui dit qu'il a besoin d'aide, qu'il a un problème, et qu'il est victime de ce système complotiste où il se complaît à lui-même dans ses idées. Petite précision avant que j'oublie, le film a été tourné en VistaVision, ce qui en fait le deuxième film de cette année si on compte The Brutalist sorti aux États-Unis en 2024. Tourné en VistaVision avec le film de Paul Thomas Anderson et voilà, petit détail parce que je pense que ça a son importance pour la patte visuelle et l'ambiance totale du film. On a un retour du VistaVision qui s'est fait attendre Ouais, pas ouais. mal de temps, donc j'espère que ça va continuer. Et on croise les doigts. Bon bah Bugonia, qu'est-ce qu'on en pense? Qui veut commencer?
Bon, j'y vais. Moi, je pense que, comme j'ai dit dans le précédent podcast, que Yorgos Lanthimos, il est en fin de course, mais il court un peu plus vite que son précédent. Parce que Kinds of Kindness, j'ai bien aimé parce que j'aime bien son style et la patte visuelle et ses travelling où il suit des gens comme à la Kubrick. Ouais. Mais euh, c'est pas c'est tout de suite moins intéressant que ses précédents, encore une fois. On n'est pas sur La Favorite, Canine, The Lobster, on est La mise à mort du cerf sacré, on est vraiment sur une adaptation. Bon, on voit ces méthodes de réalisation qui reviennent, mais j'avais l'impression que ce film n'était pas non plus nécessaire à sa filmographie. Moi personnellement, j'étais dans une relation un peu conflictuelle avec Yorgos Lanthimos parce que moi, ces deux précédents, je les avais aimés partiellement pour Things et avec le temps, je l'ai pas trop aimé. Et Kinds of Kindness, bah, vraiment sur le premier seul visionnage, j'ai vraiment pas aimé du tout. Donc là, il partait sur un carton jaune et là, il est remonté un peu dans mon estime. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Il y a un côté assez troublant qui, je trouve, marche parce qu'il y a un propos derrière que je trouve intéressant, de cynisme total. Bon, vu qu'on peut spoiler, Ouais. on a un film quand même qui se termine sur l'extinction de l'humanité entière parce que les humains ne méritent tout simplement juste pas de vivre quand ils ont vu que Vous pouvez pas les sauver. on ne pouvait pas les sauver, qu'il y avait les guerres, la pollution, etc. Donc moi, il y a un message cynique que je trouve assez pin- pinçant. C'est un humour vraiment très noir qui va rire de tout et n'importe quoi. On a des acteurs qui sont très forts. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'ils jouent hyper bien. De toute façon, Emma Stone et Jesse Plemons, ils avaient déjà fait leur marque, enfin voilà, et Ouais, déjà ouais. prouvé que c'était des excellents acteurs et ils le confirment à chaque film. Moi, je ne connaissais pas Jesse Plemons. C'est Ah la ouais. première fois que Ah, je le vois. c'est T'as pas vu c'est- Breaking Bad? J'ai commencé Breaking Bad, mais Ah ouais. J'ai su découvrir son rôle. Mais du coup, Jesse Plemons, j'ai trouvé vraiment convaincant. Et mon seul souvenir d'Emma Stone, je crois que c'était le film Amazing Spider-Man. Ah ouais, rien à voir. T'as Qui ne sont pas ses meilleures performances, mais qui ne sont pas horribles du tout. Et je l'ai redécouverte au travers de ce film. Et elle m'a vraiment convaincu. Je trouvais que tous les acteurs dans ce film, même le cousin qui a un rôle assez mineur, était. Oui, et était puis d'ailleurs, très c'était pas convaincant, son premier rôle ou un truc comme ça. Je sais pas, mais parce que je me suis demandé pendant tout le film si c'était un acteur qui faisait comme si, ou si c'était vraiment quelqu'un qui avait un handicap. Bonne Il me question. semble que je suis allé sur sa filmographie, il a vraiment Qu'un seul film. bah, soit qu'un seul film, soit ouais, peut-être vraiment pas grand chose en tout cas. Donc ouais, j'imagine que ça doit être vraiment quelqu'un qui avait un C'est handicap. possible, c'est possible. Peut-être. que Bugonia. Très bien. Que Bogonia, voilà. Ouais, il a joué que dans Bugonia. C'est ce que j'avais vu. Ouais, non, mais Emma Stone est assez géniale. Toi, tu l'as vu que dans les Amazing Spider-Man, mais moi, je voudrais faire un peu une petite dérive, mais parce que je trouve ça hyper intéressant. Juste l'année là de Emma Stone qui a fait que deux films, hein, qui a fait Eddington et Bugonia. Oui, bah tu as dû l'avoir dans Eddington. Et d'ailleurs, c'est justement très intéressant. Eddington, qui est aussi un film qui parle énormément de Non. complotisme. Qui parle énormément de complotisme, et Bugonia qui est aussi produit par la boîte de production d'Ari Aster. Oui, Donc, oui, évidemment, tout est lié. Il y a des liens partout, c'est du complotisme même dans les productions. Et non, mais génial. Et je trouve ça hyper fascinant, le virage de carrière qu'elle est en train de prendre, parce qu'elle se détache de plus en plus vraiment des blockbusters mainstream. Elle va aller chercher des auteurs qui sont vraiment très spé. Et en plus, elle prend des rôles qui sont vraiment compliqués, hein, Mais il y a une certaine intensité dans tous ces derniers rôles. Ouais. Ouais. c'est- Bon, il se met vraiment à nu. Enfin, vraiment. Littéralement. Littéralement, bah, oui, c'est clair. Sur tous ces films. Et c'est une audace que C'est j'apprécie impressionnant. Et je vous conseille aussi, pour vous qui nous écoutez, une série dans laquelle elle a joué qui est sortie en 2023, si je dis pas de bêtises, qui est The Curse, série de Nathan Fielder et Benny Safdie, l'un des deux frères Safdie, qu'on connaît maintenant pour Uncut James, et qui vont sortir Smashing Machine et Marty Supreme, et qui est assez intéressante sur un couple d'influenceurs qui vont se faire jeter un sort par une gamine. Et donc c'est une série un peu tordue, un peu dans la même ambiance que le cinéma de Lanthimos, Ari Aster et des frères Safdie. Donc voilà, je vous conseille. Mais ouais, très gentiment surpris par Bugonia qui, moi, m'a un peu réconcilié avec Lanthimos, voilà.
Bah écoutez, pour ma part, de toute façon, j'aimais déjà Lanthimos. J'avais vu 4 films de lui, j'avais déjà aimé les 4 films, à plus ou moins grande échelle. Bugonia, c'est pas mon préféré, mais je l'ai vraiment apprécié. On va dire que si je dois donner quelques défauts, c'est que le film m'a pas spécialement surpris. Ouais. Je le trouve d'une certaine façon cousu de fil blanc. Mm. Mais en même temps, il a réussi à me faire douter pendant 5 minutes de est-ce que c'est une vraie alien, Emma Stone, est-ce que c'est pas une alien? Je me doutais que c'est voilà que ça allait se terminer, que oui, en effet, ça allait, enfin, ça en fait, ça aurait été à la fois décevant. Je crois que j'aurais été déçu en fait dans tous les cas. J'ai été d'une certaine façon déçu parce que ça aurait été aussi très très cynique d'avoir juste un côté ultra réaliste de oui, c'est juste deux complotistes totalement barges qui pensent ça. Qui se sont donné la mort Ouais, pour non, mais rien. voilà, qui se sont donné de la mort pour absolument rien. Et donc j'aurais bien aimé cette audace, mais c'est vrai que du coup faire tout un film sur ça pour finalement que bah il y a rien, je crois dans tous les cas j'aurais peut-être été déçu. Mm. Mais c'est pour ça que aussi du coup je suis content de cette fin qui d'ailleurs on n'en a pas parlé mais qui visuellement est ultra intéressant. Mm. Enfin voilà qu'on a un film assez chirurgical dans sa manière de filmer, enfin voilà vraiment tous ces longs plans séquences, panoramiques, tout ça, enfin voilà, c'est très très fixe tout ça. Et voilà, et c'est très gris, enfin c'est vraiment gris et marron selon Ah, soit je la. trouve pas, je trouve que c'est hyper saturé, hein. En Ah tout ouais? cas, Ah ouais, saturé aussi. dans les extérieurs. Ouais, dans les extérieurs, mais C'est vrai Que les abeilles et tout. oui, c'est vrai que C'est vrai que quand tu es dans la maison, mais- vu que c'est un côté beaucoup plus crade, quand on est dans le oui, sous-sol, oui, voilà. c'est beaucoup Même plus le terne, mais cinéma rouge Oui, c'est vrai. mm, transperce les cons. Ouais. Mais justement, bah, en tout cas, quand même dans l'entreprise et dans la maison, Oui. c'est assez sombre. ouais, c'est terne. Ouais, voilà, c'est ça, c'est terne. Et que donc cette scène de fin, on arrive vraiment dans. Enfin voilà, moi je trouve que visuellement ça claque vraiment Mm. déjà ce vaisseau Le vaisseau que j'étais spatial j'étais énorme, content ouais. de voir. Et même le plan du vaisseau d'ailleurs qui est très très beau. Et là Ouais. pour le coup c'est saturé à fond Ouais. et même à l'intérieur, j'aime beaucoup toute l'esthétique qu'il y a autour. Mais non, non, bah, je vais pas répéter ce que vous avez déjà dit, mais en effet, les acteurs géniaux et on est pris dedans. C'est pas le film de l'année, mais je trouve qu'il fait l'affaire, il remplit ce qu'il veut, il remplit ce qu'il veut faire. Et ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est cette année le nombre de films en fait qu'on a et qui marchent sur une certaine dénonce de la société américaine entre ça, Eddington, One Battle After Another. On avait quoi? On a Sirat aussi qui dénonce pas mal. Et, Mais et moi, donc, ce que je trouve, désolé de te couper, mais ce que je trouve intéressant sur Eddington et Bugonia, c'est on a vraiment une Amérique où plus personne dialogue entre eux, en fait. ouais, c'est ça. Tout passe par les écrans. Ouais. Il y a un rapport qui est moindre comparé à Eddington, parce que pour moi, Eddington, c'est peut-être l'un des films récents qui filme le mieux les écrans Ouais, je suis d'accord. que, D'accord. que j'ai pu voir. Mais il y a quand même un rapport avec les complotistes sur YouTube, Oui. les réseaux sociaux, la vidéo, Non, puis etc. il montre vraiment que c'est, enfin, les États-Unis plus précisément, mais un monde actuellement qui ne peut plus s'entendre. C'est Ouais, comme tu ouais. dis, quoi, que personne ne peut C'est un dialogue communiquer de avec. sourds. Voilà, dialogue de sourds. Et c'est que ça, Bugonia, c'est que un dialogue de sourds de Emma Stone qui veut lui expliquer, mais que lui il n'entend pas, et que personne ne s'écoute jamais. Et voilà, on se retrouve. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des sujets à la fois très graves et des films assez graves. Eddington qui a des scènes assez grande violence, Mm. et Bugonia aussi quand même vers la fin. Ouais, Et enfin voilà, qui sont assez choquantes. Mais dans les deux, et même, enfin et voilà, et dans les films, on a toujours cet humour noir, cet humour décalé justement sur des sujets graves, parce qu'on se dit on est arrivé à un point où ouais, ça devient ridicule là où on en est. Ouais. Et donc voilà, on a des sujets à caricaturer qui en tout cas ont donné de très bons films cette année. Oui, je suis assez d'accord. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Et pour revenir sur Eddington et Bugonia, je trouve que dans les deux, on se retrouve ce cynisme. Ce côté, il n'y a pas vraiment d'échappatoire à cette situation de merde dans laquelle on est, qui a moins dans One Battle After Another, qui, je trouve, se termine assez sur Ah oui, peu d'espoir. c'est C'est vraiment extrêmement optimiste, ouais, avec cette une bataille après l'autre, ouais. c'est une idée de transmission, c'est une nouvelle génération, alors qu'on ne retrouve pas du tout dans Bugonia et dans Eddington. Mais oui, moi, pour cette rencontre avec le cinéma de Yorgos Lanthimos, j'ai été agréablement surpris. J'ai beaucoup aimé le film. Sur la forme, c'est vraiment le cinéma que j'aime. C'est un huis clos qui évolue. C'est des acteurs qui sont peu, mais qui sont tous
pas au sommet de leur art, mais qui sont tous très très convaincants. Stone aussi, quand même. Voilà, c'est clair. Bon, Mais dans Tous tout au sommet de leur l'Antimos, art. en fait, le virage qu'elle a pris, elle a juste trouvé l'Antimos. oui, c'est Bah, vrai. par contre, c'est Et clair qu'il que l'a je pense pris tout le qu'on temps. on peut reprocher on peut reprocher beaucoup de choses à Lantimos, mais en termes de direction d'acteurs, Il trouve Ouais, j'ai nickel. toujours Ouais. trouvé, même dans les films que je peux avoir moins aimés, j'ai toujours trouvé les acteurs tous au top. Parce qu'on revient beaucoup sur Emma Stone, mais moi, Jesse Plemons, Ah ouais, il a un truc dans ses yeux D'accord. de folie totale, alors que le mec a une expression bah, il y a de beaucoup visage de moments, très. juste, tu le vois regarder dans le vide et il ne Ouais, parle ouais. pas, et tu dis, mais Il fait- qu'est-ce qu'il a il derrière fait la peur. tête? Ah ouais, Ah, c'est ça. Je sais pas si la peur que j'ai de Jesse Plemons vient aussi que je peux pas oublier son rôle de Breaking Bad en tête, Oui, oui, oui. qui est quand même sans spoiler, mais qui a un rôle quand même très intense et très sombre. Et Jesse Plemons, tiens, ça va un peu dans la même veine d'ailleurs que ces films, mais l'année dernière, moi, il y a eu le film, je sais pas si vous l'avez vu, Civil War, Oui, que oui, j'ai oui. adoré, vraiment Il est adoré. génial dedans. Ouais, ouais. Avec Et Jeremy pareil, Renner. Jesse Plemons qui a un peu ce rôle aussi de taré, on sait pas trop ce qu'il pense, mais voilà, d'extrémiste, qui te fait peur, et ouais, il tient bien ce rôle, et j'adore le voir là-dedans. Puis il y a un travail, moi, surtout, je trouve, sur les maquillages Oui. qui sont, genre, comment dire, je pense que la pellicule, ça joue aussi parce que ça rend un rendu très texturé, mais vraiment, t'as l'impression de sentir sa sueur, en Ah, fait, il à est- travers l'écran. non, mais c'est C'est vrai que c'était très poisseux. très très sale. Ouais, Jesse ouais, Plemons. il est crade. Mais, La scène du repas où Non. il mange à Ah oui. trois, moi, c'est la meilleure scène du film. Et Oui. là, tu vois vraiment quand il te montre les personnages, la sueur, emprise. Ouais. ils sont en train de s'embrouiller là. C'est incroyable. Non, mais moi aussi, j'aimerais rendre, pas les lettres de noblesse, mais faire une petite aparté sur le policier. Je connais pas le nom de l'acteur, Oui, mais tout le film, on ne sait pas ce qui s'est passé entre ces deux personnages et il le joue. Enfin, on devine. oui, on suppose, ouais. C'est sûr qu'il l'a agressé sexuellement. Oui, Oui, c'est j'imagine. ce que tout le monde devine. Mais c'est jamais dit. Mm. Et il y a cette relation, cette gêne omniprésente entre ces deux personnages qui, moi, j'attendais le moment où il le révèle jamais. Ouais. Enfin, on le saura jamais, mais on se doute évidemment de ce qui s'est passé. Des fois, c'est mieux de pas le dire aussi. Ouais. hein. Ouais, c'est ça. Évidemment. Mais, fin et de ça Begonia. renforce en Ça nous plus prend moins toujours pour le des cons sujet aussi. du film, le côté de chacun a tellement une vie qui n'a rien à Ouais. voir Mm. et qu'on ne connaît pas qu'on peut imaginer tout sur n'importe qui. C'est ça. Mais aussi, Emma Stone qui s'est rasé les cheveux pour le film, ce qui Ouais. enfin, Ouais, c'était c'était un un peu cliché de backlash, dire ça, mais Mm. ce qui est à Hollywood en 2025 n'est pas le truc le mieux vu, on attend surtout. Elle avait pris cher. Je trouve que ça va quand même. Plus cher quand même. Elle a pris cher, oui, mais comme de toute manière, ça c'est comment dire, la vision des femmes à Hollywood, hein, c'est toujours très, Évidemment. très objectifié. Mais enfin, je veux dire, c'est pas aussi terrible que je pense si on avait fait ça, je sais pas, il y a 30 ans. Ah oui, Parce évidemment. qu'on a eu déjà des Charlize Theron pour Mad Max qui se rasait le crâne, Nathalie Portman dans V pour Ouais. Vendetta. C'est pas aussi horrible, mais c'est vrai que du coup, ça a fait un peu choc. Et ce qui est aussi très intéressant, et qui est une anecdote un peu marrante à avoir sur le film, c'est qu'elle se fait raser en temps réel. Oui, en live. C'est-à-dire qu'on la voit vraiment se faire raser le crâne, et je crois même que, bah, du coup, c'est entrecoupé dans le film, mais je crois qu'il y a vraiment un rush du coup, du temps que ça a dû prendre de elle qui se fait raser la tête en vrai. voiture, C'est ça, ouais. Donc, Et Bah, d'ailleurs, j'ai bien, par rapport au rasage de cheveux, j'ai bien aimé ce côté parce que, étonnamment, enfin, je sais pas si ça vous a fait, mais moi, en fait, j'avais pas vu plus de synopsis ni la bande-annonce, j'avais pas voulu. Et moi, c'est le seul truc que j'avais, on me parlait juste de Emma Stone s'est rasé les cheveux, et donc c'était un peu la seule promo que j'entendais. Et donc j'aimais bien en fait que ça arrive comme ça d'une façon très banale, voilà, Ouais. d'un coup elle arrive, elle se fait raser les cheveux et on passe à autre chose. Et puis j'étais en mode, ok, le côté réaliste cru de rasage de cheveux pour une femme qui est quand même pas n'importe quoi, ouais. de voilà, que ça passe comme ça. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans le cinéma de Yorgos Lanthimos, c'est le mélange entre le truc très cynique, réaliste et tout de suite le fantastique. Ouais. oui, Et là, par exemple, sa mère qui lévite, qui tire en ballon. la scène avec les aiguilles, elle est folle, Ouais. je trouve. Ouais, ouais. Oui, c'est Mais des Les fois, flashbacks. too much. Genre la fin de Bougonia. Ça t'a pas convaincu? C'était comme pour Things, Pauvre créature. Ouais. J'adore le visuel, les décors. Tu sais, où il y a les mini-villes. Oui. De temps en temps, je les trouve magnifiques. Mais pour moi, c'est too much. Je préfère plus comme dans The Lobster, où c'est un peu plus concept que fantastique. Mais la mise à mort du cerf sacré, par exemple, il y a quelqu'un, il a un genre de pouvoir magique, quoi. Ouais. Et c'est vraiment, il l'utilise. Mais il n'y a pas de too much, Mais- de trucs colorés. Mais est-ce que ça, tu penses pas que c'est venu aussi avec le fait que je pense que Lanthimos, il a pris en ampleur avec les années, et que du coup, maintenant, il peut se permettre en fait de montrer ces trucs qui sont too much et qui montraient pas avant?
Mais moi, je pense qu'il y a un peu de ça. C'est-à-dire que maintenant, il peut faire des histoires plus ambitieuses. Genre la fin de Bugonia, j'ai dû demander ce que je me suis en regardant le film, je me suis dit, OK, le budget, parce qu'il allait chez Corée du Sud, des plans où les plans, ils prennent pas 30 minutes wow. Les plans, ils prennent pas 3 heures à faire, mais je veux dire, il faut quand même voyager, ça va lui coûter une blinde. Il y a des plans dans des ferries, des Ah gros oui. bateaux ouais, qui durent même pas 5 secondes. Ouais, il dure une seconde et demie, même Mm. pas. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Mais du coup, moi, pour finir mon avis sur Bugonia, du coup, c'est vraiment le cinéma que j'aime, la caméra fixe, que du panoramique, pas beaucoup de mouvements, c'est très particulier. Et je sais pas pourquoi j'aime ça, mais il y a un truc qui me parle. Je trouve que c'est un film dont la tension fonctionne vraiment. Mm. Enfin, moi, tout le film, Mm. et du coup, ça joue par la performance de Jesse Clemens. Plemons, qui est complètement fou et on sait jamais s'il va être violent envers elle, si elle va tomber dans le jeu ou si elle va continuer de se défendre parce qu'elle a quand même un sacré caractère et tout le long, elle essaye mi de le manipuler, mi de garder sa version de la vérité. Elle ne cède pas totalement à son emprise mentale, contrairement à son cousin qui bon, est diminué. Mais et c'est du coup, moi, la scène de fin, je l'ai trouvée généreuse dans ses effets et j'aime bien les films généreux qui osent le too much. Donc on a peut-être cette proposition et surtout, j'ai pas vu Non, le mais- film de Lantimos, mais je trouve que la tension de ce film marche mieux et marche beaucoup mieux que le frauduleux Sirat. Ah oui, oui. Mais Mais ce que vous dites est honteux. non, bah, bon, Je pense qu'on en reparlera si on fait une émission top et flop de 2025. On en exactement. reparlera s'il y aura un top de l'année. Mais du coup, moi, on m'a vendu énormément de tension dans Sirat et je ne l'ai pas trouvé. C'est mon appréciation personnelle. Mais dans ce film, on m'a rien vendu. Et j'étais un peu accroché à mon siège quand même tout le long en ne sachant pas où il allait. Mais c'est bien sûr mon ressenti. Moi, je trouve que c'est pas tout le long. Parce que Ouais, le donc, début, en fait, habitué du cinéma de Lanthimos, Mm. je les connais, ses effets. Je veux dire, d'un coup, oh, une fausse note au piano, ça m'impressionne plus. Il le Ok. fait tout le temps. Mais là, par exemple, je trouve que ça marche vraiment. C'est la scène où Emma Stone, j'ai oublié le nom de son personnage, elle se fait électrocuter. Oui, Oui. À partir de là, on se dit que le mec est un malade. Parce qu'avant, il met une claque. Et bon, on comprend le but du film, d'hésiter. Et à partir de là, Mais il y a parce que ça à la arrive, scène où il mange, que je disais Oui, avant, ouais. là, c'est vraiment le paroxysme Mm. complet de. parce que en plus la scène de l'électrocution, elle arrive au bout de combien? 1 heure? Ouais, je pense vers la moitié du film, ouais. Ah, moi je Mais bien en aimé. tout cas, toute la première heure, ce que je trouve intéressant, c'est que à la fois, et d'ailleurs un peu tout le long du film, mais c'est vrai que pour Jesse Plemons, on a plus d'animosité envers lui quand il commence vraiment à être Violent. violent. Mais avant ça, on sent que à la fois tous les personnages sont assez antipathiques. Emma Stone comme Jesse Plemons, ou son cousin qui est assez agréable dès le début, qu'on apprécie assez dès le début. Ouais. Et donc, ils ont tous une certaine antipathie, mais en même temps, on les apprécie. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai quand même, dès le début, trouvé un côté. C'est aussi la scène. Enfin, moi, pour le coup, je me suis beaucoup. C'est ça aussi que je trouve très bien avec Begonia, c'est son humour. Mm. Parce que la scène où il la kidnappe au tout début, moi, j'ai beaucoup ri devant. Ouais, ouais. Quand il a. Et Voilà, on a avec filmé cette aucun son, et que juste on les voit courir, et c'est ridicule. Je trouve ça très très drôle. Et voilà, et donc, je trouve qu'on s'attache quand même bien au personnage, et que ça fait le taf de ce côté-là. Moi, je le trouve vraiment flippant, Jesse Plemons, Ah oui. surtout au moment où il part sauver sa mère Mm. Ouais. et qu'elle se balade. Et en fait, tu te rends compte que le mec, c'est encore Oui. plus un malade que tu crois, parce qu'il a Ouais. tué 300 personnes avant et il en a trouvé 2, tu vois. Ah, moi, celle qui m'a. Enfin, c'est pas cette scène-là qui m'a marqué, mais elle m'a marqué parce que j'aime bien la réalisation de cette scène. Moi, celle qui m'a vraiment fait peur, entre guillemets, où j'ai trouvé terrifiant, c'est la scène de la castration chimique. Hein. Enfin, je sais pas pourquoi, moi, cette Avec scène la m'a marqué. piqûre au Avec la début piqûre, ouais. Je trouve. Je Il sais y avait pourquoi un c'est jeu- ça qui t'a marqué. Oui, il y avait un jeu sur l'emprise qu'il avait sur son cousin, que je trouvais terrifiant. Et après, il revient à cette scène où il dit qu'il se sent pas bien. Et la seule chose qu'il dit, c'est ça va passer. Mm. Et enfin, je sais pas. Cette scène m'a beaucoup marqué, moi, personnellement. Mais c'est un malade, hein. Mais Mais en fait, c'est pas que le personnage est attachant, mais que le film, Je le comprends. en fait, tu le comprends parce que en fait, le mec, on comprend qu'il a vécu des trucs traumatisants quand il était petit. C'est pas dit exactement, mais on imagine une agression sexuelle ou quelque chose de similaire. sa mère, pas son Il y a, père. ses parents sont morts, enfin son père est, j'imagine, mort. En tout cas, il y a pas Il est de. parti. Il est parti. Ok. Il est parti. Son père est parti, sa mère est entre la vie et la mort, et personne ne vient en aide envers lui. Mais il y a aussi, je pense qu'il y a aussi un truc assez intéressant sur une Amérique qui est juste, comment dire, qu'on a laissé pour compte en fait. Ah oui, évidemment. Donc, qui ont été mis à part et qui en fait ne peuvent que se réfugier dans une sorte de vendetta personnelle qui vient avec un complotisme. Je trouve que j'ai du mal à comprendre le réel message du film.
peut-être Ah, parce je que suis je suis d'accord. con, mais parce qu'en fait, tu comprends à un moment que ce qu'ils reprochent aux aliens, en fait, c'est ce qu'ils reprochent au capitalisme, Oui, mais l'alien, euh, elle a un boulot pharmaceutique, elle a une entreprise pharmaceutique. Du ouais. coup, donc, c'est ce qu'elle reproche, donc elle fait quand même ce qu'elle reproche aux humains. Mais en fait, j'ai pas compris c'est quoi le test qu'ils font sur la mère de Jesse Plemons. Bah, en gros, de ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui va tellement mal dans sa vie qu'ils vont essayer, les aliens, par tous les moyens, dont des moyens thérapeutiques, de la faire aller mieux. Et que si elle, elle arrive à aller mieux mentalement et physiquement, alors ils peuvent sauver tous les humains. Et donc, c'est pour ça qu'elle travaille quand même dans le. Exactement. Mais elle est quand même horrible avec les gens. Oui. Oui. Mais Parce... du coup, j'ai du mal à comprendre, Mais, oui, mais me faire pour le douter. coup, il Mais y a un moment où il l'explique un tout petit peu dans le film, où Emma Stone dit, je sais plus si c'est Emma Stone, qui dit qu'elle a tellement fréquenté les humains Qu'elle est un peu qu'elle devenue est comme eux, c'est devenue vrai. comme eux. C'est Et vrai. donc le côté ultra froid, ok, c'est juste devenu humaine. parce qu'en y repensant, j'avais pas capté. Ouais, non, Ouais, non, ouais. mais voilà. Et mais moi, après, enfin, ce que je veux dire, c'est un peu bête parce qu'on comprend le message, mais j'avoue que tout le long, il y a cette critique du complotisme et le fait de tomber dans cette bulle où tu crois que ce qui t'arrange et tu t'enterres dans une idée, et même la manipulation qu'il a avec ce complotisme sur son cousin, mais à la fin, du coup, il avait raison depuis le début. Donc, ça crée ce décalage qui est facilement évitable où tu dis oui, c'est juste un effet de Lantimos qui met un plot twist ou une révélation à la fin auquel on s'y attendait, mais on s'y attendait pas. Mais ça quand même met une ambivalence dans le message qui peut être problématique, l'a pas été et facilement compréhensible, mais j'avoue que le message à certains moments est pas. Bah, je trouve, moi, c'est intéressant, et on va encore reparler d'Eddington, Il faut. attention spoiler, termine dans un troisième acte très explosif, très violent, Oui. et qui justifie un peu les névroses du personnage de Joaquin Phoenix. Mais ce qui est intéressant pour moi dans Bugonia et dans Eddington, c'est que certes, ça les justifie, mais pour autant, ça les met pas en héros. En tout Ok. cas, ça leur donne des sorts horribles. Ouais, ça les légitime pas du tout. Ça les légitime pas. Bah, enfin, Il cause l'extinction dans Bugonia en fait, donc ça le légitime pas du oui, tout, et quoi. même si on reste que sur le sort des personnages, dans Bugonia, son cousin se suicide. C'est horrible cette scène Se aussi. suicide. Jesse Plemons, il fait une erreur avec sa bombe et il se fait exploser. Et bah, dans Eddington, Joaquin Phoenix, il finit en fauteuil Ah ouais, roulant, ouais. ça devient un légume, tu De vois. toute façon, la fin de Eddington, oui, Il se c'est fait un cynisme. Ah ouais, Il se ouais. fait utiliser par les gens qui détestaient. Non, c'est Mm. horrible. Horrible, enfin, Mm. putain. Mais donc, ouais, moi je trouve ça intéressant sur un cynisme de vraiment cette Amérique qui, en fait, est vouée à l'échec. Ouais. Oui. Même s'ils ont Il y raison. a une fatalité de toute façon. C'est ça, c'est que même s'ils ont eu raison depuis le début, ça sert à rien. C'est le pays, il est fichu, quoi. Et au final, c'était quand même eux les méchants, et il est quand même allé trop lent pour avoir, même s'il avait raison en principe, quand même allé trop lent Bah non, pour mais avoir ça à la fin puis de la saison. c'est ça aussi que justement que j'aime bien avec Bugonia, et Eddington le fait encore mieux, enfin le traite encore plus, c'est ce côté de personne n'a raison. Et que, Mm. et que évidemment qu'on n'est pas du côté de Jesse Plemons. Mais c'est l'acteur Jesse Plemons. Non mais voilà, évidemment qu'on est contre lui, mais il y a ce côté de on n'est pas non plus pour les grands, on n'est pas avec lui, enfin, et donc bah, c'est ce qu'on se dit, quoi, que tout le monde est contre tout le monde, et que voilà, et qu'on est obligé d'avancer avec ça, mais que personne n'y arrive. Et donc, vu qu'on ne peut pas avancer, ça se termine très souvent, voilà, avec une fin très très cynique et très fatale. Et j'ai l'impression qu'on va beaucoup parler d'Eddington dans le top de fin d'année, là, Ouais, parce qu'il revient souvent. Ceci. Ouais. Pas forcément pour tous, mais. Ouais. Pas vu. Ah, c'est super, ça va vraiment, tu vois. Est-ce qu'on a fini sur Bugonia? Juste, bah du coup, Oui, cher non. auditeur, vu qu'on en a beaucoup parlé, allez voir Eddington si vous l'avez pas vu. Et si vous l'avez pas vu, on vous a complètement spoilé la fin. Mais On avait prévu qu'il y aurait du spoil, mais ah bah oui, on avait prévenu. pas de quel film, mais on a prévenu. Et donc, après avoir évoqué, moi, dans ma review personnelle, le frauduleux Sirat, on va parler d'un deuxième film avec une rave party dans le désert où on cherche quelqu'un. On va parler de Zootopie 2. 45 minutes et 34 secondes. Money box. This is a make or break assignment. Fail and I will split you up. No snake has set foot in Zootropolis in forever. Hops and Wild? Wild and hops. The dream team. Sorry, Paul. Alors, moi, qui étais très vocal sur Zootopie 2 la semaine dernière, Zola a dit l'accuse, moi je m'excuse. C'était vraiment génial, Zootopie 2. J'ai passé un super moment, mais j'en parlerai un peu plus tard, je laisse mes collègues commencer. Encore une fois, on va un peu contextualiser Zootopie 2. Donc, c'est la suite de Zootopie sortie en
en 2016, donc il y a déjà 9 ans, qui suit encore les personnages de Nick et Judy qui, reprennent l'histoire, très peu de temps, je crois, après le premier. Oui, quelques semaines. Quelques semaines, un truc comme ça, donc qui sont des nouvelles recrues, dans la police et qui vont devoir, résoudre une enquête, qui, comment dire? Qui va révéler un complot, dans la ville de Zootopie Encore une fois. et qui va ouais, encore une fois et qui va, mettre en jeu leur, position, dans la police, voilà. Donc on va encore spoiler Zootopie 2 et moi je voudrais commencer en disant que j'ai été agréablement surpris par Zootopie 2. Moi, du coup, dans l'émission précédente, je disais que j'avais aucune attente sur ce film, vraiment aucune, parce que moi, Disney me débecte un peu depuis certaines années. Ouais, d'accord. Mais non, là, c'était vachement bien. Il y a un retour, du coup, un peu aux sources du premier, avec encore cette histoire d'enquête qui va mener à une grande conspiration qui infiltre les hautes sociétés de Zootopie. Mais je trouve qu'il y a un rythme quand même dans le film qui est Ouais. assez impressionnant, qui Je suis d'accord. c'est limite une course-poursuite de 1h30, 1h40, Oui, c'est ça, hein. c'est à peu près ça la durée. Il y a un rythme assez intense, il y a des scènes d'action qui sont vraiment intéressantes en termes de mise en scène. On a des personnages qui sont assez attachants, Oui. et bah, comme dans le premier, hein, mais ça continue. En fait, le film reprend à peu près ce qu'a construit le premier et va pas forcément l'améliorer, mais va continuer dans cette lignée et va aborder des thèmes de société qui sont assez quand même lourds, hein. Ça Oui. parle d'une certaine manière d'appropriation culturelle, d'extinction d'ethnie. On Ouais. peut y voir un parallèle avec, je sais pas, des situations israélo-palestiniennes en ce moment ou des génocides qui se passent dans le monde. Bien évidemment, vu que c'est Disney, ils vont pas fouiller dans le fond du propos parce que je pense qu'ils ont quand même un quota de peluches et de jouets à vendre Ils sont pour quand rendre le même film. obligés d'être amis avec Donald Trump. C'est ça le truc. Et non, mais malgré ça, je trouvais le film assez intéressant. Ça parle aussi un peu de, comment dire, des sentiments refoulés, Oui. des sentiments qu'on n'arrive pas à exprimer. Pour l'instant, Zootopie est beaucoup plus profond que Bigonia. Est-ce qu'au final, le renard n'est pas plus pertinent que l'antimo? C'est ça la question qu'on va se poser. Non, non, mais c'était un très bon divertissement. C'était une très bonne surprise, voilà, pour moi, Zootopie. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Thomas? Alors moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je suis allé voir avec des amis, gros big up à eux, et j'ai passé une excellente séance de cinéma, j'étais vraiment surexcité pendant cette séance de cinéma, dans le respect des gens qui étaient avec moi dans la salle évidemment, mais déjà j'aime beaucoup les films qui évoquent des films. Je suis un client, le client idéal pour les films qui font des références. Moi, je suis comme DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood. Vraiment, je claque des doigts devant ma Et télé. tu pointes l'écran? Exactement. Ok. Avec une bière dans la main. Non, mais dès qu'il y a une référence dans un film, je suis le premier à être trop content de la voir et de la trouver. Alors que certains peuvent trouver ça un peu facile ou énervant. Mais du coup, dans ce film-là, il y a des références à Shining qui sont super. Il y a une référence à Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux qui est superbe. Il y a toujours ce personnage qui est un peu une parodie du parrain qui revient. Mais je me rappelle qu'il y a une référence un peu plus subtile à Alien, que j'ai découvert un Ouais. peu plus tard. Et même à d'autres films, il y a Hamilton que j'ai vu sur Il y la a télé. Hamilton, il y a des références à Ratatouille. Oui, Il y a un personnage d'un furet qui vendait des DVD pirates oui, de dans le Réponse. premier, qui revient dans le 2 et avec du coup plein de parodies version animale Super. de plein de films, dont je crois un DVD The Pandalorian Ah, de j'ai la pas vu. série, si, J'ai vu ouais, Réponse, moi. de la série Mandalorian. Il y a une référence au festival Burning Man, Oui, qui du coup qui là est s'appelle génial. Burning Mammifère, Oui. et qui va être un endroit en plus hyper important dans le film. Et ouais, pour revenir sur la référence à Shining, c'est une référence qui est pour moi, je pense, peut-être la meilleure référence à Shining depuis Ready Player Ah, One. mais je trouve qu'elle est mieux que celle de Ready Player One. C'est vrai parce qu'en plus elle fait comment dire, elle met un croche-patte au film Oui. de Stephen King, parce qu'il n'y a pas ce jeu du labyrinthe, juste il le casse le labyrinthe et il rattrape le mec, Il quoi. reprend des plans, il les fait super bien. Ça reprend la musique, ça reprend le thème de Shining, ouais. Et surtout, je trouve que dans Ready Player One, c'était un peu forcé par son concept. Mm. Genre, on savait que ça allait arriver parce que le concept c'était faire énormément d'enfants. Alors que là, c'était pas nécessaire. Mais ils l'ont fait quand même et ils l'ont super bien fait. C'est vrai que j'avais vu quelqu'un qui disait ça fait un peu l'arme fatale. Il y a vraiment ce côté un peu Ah oui. film, buddy movie, Ouais, exactement. de policier des années 80-90 qui fait vraiment plaisir à voir et qui est vraiment pas, genre, c'est pas du plagiat, c'est vraiment juste ça reprend Oui, l'ambiance et exactement. c'était vraiment un bon vent d'air frais dans le cinéma Disney, ouais. Moi, ça m'avait vraiment comment dire, égayé ma soirée. Alors que c'est un film qui est parfois un peu triste, parfois un peu. Enfin, qui aborde plein de choses. Et là où le premier, c'était vraiment une enquête à la Agatha Christie, un whodunit, un thriller un peu noir.
Celui-là emprunte toujours des codes du cinéma, mais on est plus sur le film d'aventure, Ouais. sur le buddy movie, comme tu as dit, et sur la course poursuite, comme tu as dit toujours. Et, c'était vraiment un super moment, c'était très frais. J'en veux beaucoup à Disney pour ce qui se passe ces dernières années, mais là, obligé d'admettre qu'ils ont plutôt Ils ont assuré. géré. Juste petite remarque, moi je pense que quand même le film n'est pas exempté de défauts. Ah oui, Et je trouve que moi, bah, enfin, seul défaut que je donnerais, c'est que ça, comment dire, c'est un peu répétitif avec le premier. Il y a toujours ce truc de mère corrompue, de oui, grosses intrigues. Bon, c'est un peu différent, mais il y a quand même cette base qui reste quand même foncièrement un peu la même que le premier. Mais franchement, malgré tout, c'était quand même un bon moment et un bon divertissement. Et aussi, dans le premier, le méchant, c'était un herbivore. Dans celui-là, le méchant, c'est un carnivore. J'irai pas beaucoup plus loin. Du coup, en fait, c'est logique dans ce monde où les deux types de mammifères et d'animaux en général se côtoient. On a cette société de reptiles qui est super intéressante et cool à découvrir. Et pour refaire un point sur les références, il y a le cheval, du coup le maire dans ce film qui fait des références au film de Bruce Lee, au film Ouais. d'arts martiaux, parce que c'est un acteur. Et je trouve que l'humour aussi marche très bien. Tu le disais la semaine dernière, l'humour de Zootopie, c'est un humour assez subtil. Oui. Et là, on garde cet humour assez subtil, qui parfois est très subtil et marche très bien, mais parfois est dans des jeux de mots beaucoup plus simples sur les animaux et tout ça, et qui marche toujours très bien, et qui m'a fait décrocher quelques rires au cinéma. Moi, j'avoue que les blagues avec les otaries qui se répètent juste « Eh mon pote, eh mon pote, eh mon pote », ça m'a fait extrêmement rire. C'était des morses. C'est des morses. Excusez-moi. C'est très grave. C'est ultra raciste, alors. Bon, Mais non, moi j'ai beaucoup aimé. Et surtout, ça, c'est vrai, ça ne parle qu'à moi. Mais étant petit, j'aimais beaucoup avoir des faits au hasard sur des espèces animales. Mhm. Et du coup, là, dans un monde qui va aussi loin dans ces espèces, j'ai retrouvé des trucs. Et je vais évoquer deux, mais avant ça, je tiens juste à dire qu'il y a un caméo de Michael J. Fox qui joue un personnage qui s'appelle Michael J. The Fox. Il apparaît une seconde, mais il y a Michael J. Fox dans ce film et je trouve ça génial. Et il y a aussi Jean Reno. Il y a Jean Reno, il y a Bob Iger qui est PDG de Disney. Ouais. Je crois qu'il y a un caméo de The Rock à un moment. Ouais, mais celui-là, bon, Ouais. mais Et il y a aussi des catcheurs, je crois, qui font les voix oui. des zèbres. Enfin bref, oui, c'est un film avec plein de caméos, plein de petites Ils sont blagues tous très subtiles. bien. Ouais. Moi, petit bémol sur Andy Samberg, que je trouve qu'on le reconnaît trop. Il se cache pas à Tu, rester tu derrière l'as le vu en film. VO? Oui, Ok, d'accord. je l'avais en VF. Ah bah, moi en tout cas, j'ai pas trouvé de séance en VO. Ah bah moi j'ai eu la chance de trouver une 500 VO. Et je trouve que Andy Samberg, du coup, que moi je connais de Brooklyn Nine-Nine, mais qui Ouais. était beaucoup sur SNL et dans Popstar, qui s'appelle le film. C'est ça, ouais. Et je trouve qu'on le reconnaît trop sur son personnage, malheureusement. Mais c'est pas dérangeant, juste j'ai fait ah, c'est lui. Alors que Ouais. d'habitude, j'aurais me dire bah non, c'est ce personnage-là. Et, tout Oui, ça. oui. Et voilà. Et du coup, pour mes deux fun facts, il y a un lézard à un moment qui est un basilic vert. Oui. Le basilic vert, il peut courir sur l'eau. Et donc, ça lui vaut le surnom de lézard Jésus. Donc, comment tu installes un lézard Jésus dans le monde de Zootopie? Tu le rends latino-américain et tu l'appelles Jesus. Et du coup, c'est littéralement le lézard Jesus qui peut marcher sur l'eau. Et Marrant. trouver cette référence très bien. Et la deuxième, c'est. Et juste petit détail, ce lézard, du coup, parce que toi tu l'as vu en VO et pas en VF, en VF, il est doublé par Mister V. Et donc moi j'ai eu ce problème avec ce personnage où j'ai fait, mais je connais cette voix. Tu mens. Et il le fait bien ou pas? Il parle un peu comme ça. Ok. Donc en vrai ça passe, mais j'ai quand même la petite voix dans ma tête qui me dit c'est Mister V, Un genre. truc de fou. Parce que Mr. V, il a aussi doublé dans Transformers et il était terrible dedans. C'était Très complètement nul, ouais. horrible. Ouais. Donc, Si je dis pas de conneries, c'est Baptiste Le Caplin qui fait une. Le serpent, Ouais, c'est il ça. fait le serpent. ah, Ça m'a fait rire parce que j'aime beaucoup Ouais, l'humoriste. ouais, bah en fait il modifie un peu sa voix, il fait, comment dire, bah je sais pas si c'est comme ça en VO, mais c'est, il parle un peu comme ça, ok. voilà. Et du coup, mon deuxième random fact, c'est le fait que du coup, il y a une parodie d'alien qui s'appelle Ornithorynque. Et c'est parce que l'ornithorynque est le seul mammifère venimeux avec une épine. Et du coup, ça marche Ok. bien parce que s'ils avaient mis un insecte, alors qu'il n'y a pas d'insecte dans le monde zoologique, ça marche pas. En fait, l'ornithorynque a sur la cheville une épine venimeuse. Et c'est le seul mammifère qui a ça. Oui. Du coup, je trouve ça intelligent de mettre ça en alien. Mais par contre, tu vois, parce que tu parles des insectes, et je me suis fait une remarque intéressante, j'en fais qu'une seule, parce qu'après, si on part sur tous les plot holes Oui, du fait que ce soit des animaux anthropomorphiques, on va partir sur 4 heures. oui. Mais juste, moi, un fait qui m'a fait un peu rire et qui me fait un peu bader, c'est qu'à un moment, ils ont une épreuve et ils doivent manger, comment dire, un plat de verre de terre Ouais. pour, comment dire, discuter avec Jesus. Et moi, ça m'a fait penser, mais genre, ils sont conscients, ils peuvent parler, les insectes et tout, parce que c'est vraiment horrible, tu sais, ils Mais le même bouffent, les mouches et tout. les mouches et tout, ouais. Ouais, ouais.
Voilà, petite réflexion Surtout que, stupide. dans mes souvenirs, le premier, c'est vraiment, il t'explique que ils ont divisé, enfin, ils ont mis les carnivores et les herbivores, ils peuvent s'entendre, c'est bon, enfin, c'est Ouais, plus ouais. les quoi. Bon, les insectes, par contre. Bon, les insectes, ils peuvent aller se faire voir. Voilà, Mais quand même, hein. là, tous les reptiles qui apparaissent, qui n'étaient pas là avant. Bon, là, c'est un peu expliqué, mais Ouais, c'est cool. Et dernier truc, moi, je voudrais parler de personnages, je pense qu'on peut en parler ensemble. ouais, ouais. J'ai trouvé que, du coup, Judy Hopps et Nick Nick, je sais pas quoi, Wild. ouais, Nick Nicholas Wild. Wilde, j'ai trouvé les deux personnages très intéressants. Ils représentent tous les deux une vision très différente. On retrouve un certain cynisme chez, chez Nick Wilde, parce que vraiment il est en mode ça vaut pas le coup, ça changera pas. Viens, on fait d'abord attention à nous au lieu de faire attention à la société. Thème qu'on peut retrouver dans Begonia, pas forcément, mais plus dans Eddington. Mais du coup, il y a un certain cynisme encore une fois dans ce film. Et j'ai trouvé leur relation très honnête, elle Ouais. reste platonique, voilà, c'est ce que je Mhm. voulais dire. Et il y a cette scène où les deux se disent les choses mais à moitié blague parce qu'ils vont vraiment très vite et ils l'assument pas et tout. Mm. Et je trouve que leur relation marche vraiment bien. Il y a des moments où j'étais énervé contre Judy Hopps alors que c'est un lapin en animation, très bien animé, très très bien animé, mais c'est un lapin en animation. Et je me disais, non, ça se fait pas, là c'est toi qui as raté et tout. Donc j'étais vraiment pris dans ce film et je trouve que leur relation marche vraiment bien et j'adore ces personnages. Si je peux me permettre, parce Tu que peux. je n'ai pas vu Zootopie, Malheureusement. grande dame, pas encore. Mais par contre, j'ai quand même vu un film qui est toujours au cinéma que vous pourrez aller voir et j'en parle pas plus, c'est juste une reco. J'ai été voir Dossier 137, qui est vraiment incroyable et je vous en dis pas plus de toute façon, parce qu'il n'y a pas à déballer, mais c'est vraiment exceptionnel et je le recommande à tout le monde. Ok. C'est pas le mec qui a fait La Nuit du 12? C'est ça, c'est oui, ça, ouais. qui est déjà pour moi excellent. Nuit du 12 qui a été césarisé, qui a eu Oscar du meilleur, Ouais. Oscar César du meilleur film. Donc, et voilà, et pour moi, c'est encore meilleur que La Nuit du 12 que j'avais déjà beaucoup aimé. C'est aussi parce que le sujet me touche beaucoup plus, mais vraiment, Mhm. c'est un sujet d'actualité qui vraiment C'est une mérite. violence policière. C'est ça, c'est sur les Ok. violences policières. Et qui vraiment mérite d'être vu. Ok. Moi, je vais aussi faire une petite reco d'un film qui est sorti cette semaine, sur lequel on va pas développer parce que je suis le seul à avoir vu et je vais pas parler pendant 20 minutes dessus, mais qui est La Voix de Indrajab Oui. de Kauter Ben Ania, réalisatrice franco-tunisienne. Elle avait gagné un César du meilleur film documentaire pour Les Fidolfa en J'ai vu les Fidolfa, je crois. ouais, l'année dernière, je crois, ou en Ouais. 2024-2025. J'ai vu les Fidolfa. Et qui là du coup revient avec un film de fiction cette fois, où on suit une équipe dans un centre d'appel d'urgence en Cisjordanie qui est en contact avec les gens à Gaza et qui vont tomber sur l'appel d'une petite fille de 6 ans qui est piégée dans une voiture criblée de balles avec entourée des cadavres des gens de sa famille. Ok. Et donc on suit en fait toute cette équipe, c'est un huis clos, hein, on reste vraiment que dans ce centre d'appel d'urgence, qui essaye d'avoir des autorisations pour aller sauver cette fille. Faut savoir un truc, c'est que du coup cette histoire de cette gamine de 6 ans est une histoire vraie, hein, qui a été documentée. Et faut savoir que du coup les appels téléphoniques qu'on a dans le film, ce sont les vrais appels téléphoniques de la gamine qui hurle qui hurle à l'aide, etc. C'est un film qui est extrêmement intense. Je le conseille pas à des gens qui sont sensibles et je le conseille pas si vous allez pas bien. C'est vraiment un film très dur à regarder. Moi personnellement vraiment j'étais en larmes devant parce que c'est hyper graphique quoi en fait, même si tu vois rien t'entends en fait. Mhm. Et c'est un film hyper intéressant aussi sur le mélange des images réelles, d'audio réel et d'images fictives. Et je vous le conseille en fait parce que tout simplement c'est un film juste important pour la situation actuelle, avec ce qui se passe en Palestine, avec ce peuple qui se fait massacrer. Et donc moi, non seulement je vous invite, mais limite je vous oblige en fait à aller voir ce film. S'il y a au moins un film que vous devez aller voir cette année, c'est celui-ci, pour lui donner l'importance qu'il mérite et en fait, qui doit juste avoir tout simplement pour le message. C'est que le film a eu une importance parce qu'il a gagné des prix à Venise Mhm. et qu'il a du coup après sa performance à Venise, il a eu plein d'acteurs hollywoodiens et de réalisateurs qui sont venus en producteur exécutif dessus. Donc si vous allez le voir et que vous restez sur le générique, vous pouvez voir des noms comme Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Bardem. je crois Javier Bardem, oui. crois. Beaucoup de gens, ouais, Alfonso Cuarón, Oui. Jonathan Glazer qui avait fait La Zone d'intérêt, qui est aussi un peu un film qui parle de ça. Ça parle de ça. Ouais, qui parle de ça Ouais. en prenant le contexte de la Shoah et qui du coup le réactualise avec le contexte du coup de la guerre
entre Israël et la Palestine. On a aussi des noms comme Roux Desmarais, etc. Bref, beaucoup de gens qui sont intéressés au film. Et je pense que c'est un film qui, moi en tout cas, a beaucoup marqué. Je pense que c'est mon film préféré de l'année. Pour son importance et par genre comment dire le message qui est transmis. Et je vous le conseille vivement, vraiment. Et ben moi, je vous conseille Les Fidolfas. J'avais découvert Les Fidolfas à un festival de ciné en Colombie. C'était absolument génial. Mais c'est aussi un film très dur. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi parlent les Fidolfas, peut-être? Alors, de ce que je me rappelle, du coup, c'est un documentaire sur l'histoire vraie d'une mère et ses 3 filles. Et une de ces filles euh, disparaît et elle est prise dans un mouvement. Je me rappellerai pas quoi, si Je c'est crois un qu'elle s'est mouvement religieux, ouais, elle a dû se radicaliser. radicalisé, hein, c'est ça? Ouais, pour un truc style Daesh ou Al-Qaïda. Exactement. Bon, bah, j'étais pas sûr, mais du coup, c'est bien ça, tu me rassures. Et elle disparaît, et c'est cette quête de cette famille qui essaye de reprendre contact avec leur sœur, savoir si elle a envie, savoir si elle s'est vraiment radicalisée ou si c'est juste un problème ou une histoire d'amour, parce qu'il y a il y a un rapport avec un homme tout le long du documentaire. Du coup, ça a vraiment cet aspect documentaire et mélange de fiction et de réel, parce que les filles retournent des images pour nous introduire le contexte, leur passé et tout ça, et elles sont elles-mêmes actrices de leur propre vie à nouveau, et elles doivent revivre ces images traumatisantes de elles qui perdent leur sœur. Et je me rappelle que c'était un film très dur, il y avait un silence dans la salle à la fin, et c'est très important, donc je vais m'intéresser du coup à son nouveau film, mais allez voir Les Fidolfas, c'est vraiment important, et c'est dur par Ouais. contre. Mais allez le Surtout voir. que je crois que la voix de Indra Jab est pas distribuée non plus assez bien. Non, pas Ce très qui, bien. ce qui est dommage, mais je pense que c'est trouvable. Moi, en tout cas, je l'ai vu dans un cinéma pâté. Ok. Donc, des gros multiplex, je pense que c'est trouvable. Dans des cinémas de quartier, c'est trouvable aussi. Donc, franchement, je pense que ça manque pas. J'imagine que dans des cinémas style MK2 ou GC, ça doit y être. Mais Dans 370 salles en France, là. ce qui est quand même On beaucoup en a pour un 2000, mais c'est 2000. vraiment pas mal, hein. Ce qui est pas mal quand même pour un film aussi radical et frontal sur son message politique et aussi actuel, hein, parce que faut le préciser aussi dans La Voix de Indra Jab, les faits qui se passent dans le film se sont passés il y a 1 an. Donc c'est un film qui vraiment prend une actualité vraiment très récente et donc c'est un film hyper important. Et oui, c'est quand même ouais, assez surprenant quand même pour un film comme ça. Mais oui, allez le voir. Vraiment, allez le voir. C'est vraiment hyper important d'aller voir des films comme ça et de leur donner le soutien qu'il faut. Bah, là, du coup, j'y pense avec de tous les films qu'on parle. C'est vrai que il y a un côté un petit peu plus politique, mais c'est en parlant de cinéma, il y a eu les propos de Sébastien Chenu, je sais pas si vous avez vu, Ouais, sur le CNC. qui voudrait couper les fonds. Et couper les fonds de cinéma sous prétexte Parce que qu'il y aurait des films mais je sais pas si. intellectuels Ouais. et de gauchistes. Je sais pas si la voix. Je pense que ça a dû être financé par le CNC. Je crois qu'il y a des financements Bah, français. mais voilà, c'est La voix, possible. la voix littérale, c'était financé par tout ce qui était possible. Donc, Non, mais dans le sens, dans la production, Ah oui. les gens qui ont financé. Ouais, ouais. Je pense que oui, ça doit être une production française vu que la réal est francophone. Il y avait ça avec. Mais en tout cas, voilà. Ouais, et il y avait Notherland aussi, Ouais, je crois que c'est qui a ça. gagné l'Oscar. Oscar, Gal Gadot n'a pas remis. ouais, qui avait gagné un Oscar du meilleur documentaire. mais, En tout cas, voilà, enfin, des propos comme ça qui sont lunaires. Oui, ah oui. Et qui juste. Par rapport ouais, à Sébastien Chenu et son. Ouais. Ce qui est assez oui, choquant et problématique, franchement, surtout dans l'état de la culture actuelle et dans le monde actuel où je pense qu'on a besoin de la culture. Oui, c'est une attaque enfin, à la culture et à la situation. Parce que Mm. justement, là, on voit que la culture prend. Enfin voilà, la culture est une arme pour lutter contre tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Et enfin voilà, on n'a pas arrêté d'en parler, le nombre de films qu'ils font, et c'est génial. Et c'est pas Mm. des films de wokistes ou de gauchos Ouais. que voilà, que de. Lui-même, quoi. Bah voilà, c'est ça, des vrais films qui dénoncent. Mais voilà, ça plaît pas à tout le monde. Ouais. Mais en plus, le CNC, même si jamais il diffuse pas de message, juste c'est important parce que c'est grâce à ça Oui. qu'on a survécu au Covid, le cinéma français, Oui. partiellement, alors que par exemple le cinéma, par exemple coréen, Il s'est effondré. s'est effondré Ah ouais. quasiment. Ouais. Bah, il y a que Park Chan-wook, Oui, les gros et qui les ont gros, survécu, mais. Bangkok, Park Chan-wook, les gens comme ça, mais il y en a beaucoup, leurs projets sont jamais ils pourront le faire. Puis même dans la culture française en général, enfin, on a quand même un très On bon a cinéma. l'exception culturelle Oui, française. Bah, voilà. surtout, je trouve que ces derniers temps, le cinéma français, il reprend Ouais. en vigueur parce C'est qu'on ça, a. Vraiment, vraiment. Moi, j'ai souvenir en tout cas de l'année 2023, on a eu beaucoup de films de genre. On avait eu Anthony Dushkin qui était parti avec la Palme d'Or. On avait eu plein de films comme Le Procès Goldman. On avait eu Vermine, un film d'horreur Oui, comme en ouais, France, c'est c'est pas ça. habituel. Mais Non. non, mais pour revenir sur ce cinéma français, ça fait vraiment plaisir. Parce que moi, du coup, qui ai une cinéphilie très récente, je le répète,
je m'intéresse au cinéma français parce que j'ai envie de découvrir et d'aimer le cinéma de mon pays. Il y a quand même un gros creux dans le cinéma français. Il y a quand même une bonne dizaine, voire ouais, une bonne dizaine d'années, entre les années 2000, voire un peu avant, et les années 2010, voire un peu après, où il y a des propositions évidemment, mais elles sont moindres. Et là, depuis peu, il y a un cinéma qui ose. Ça marche Mmh. pas tout le temps, mais on a un cinéma de mais genre oui. qui revient et tout ça. Alors que Il le est quand cinéma de même genre avant, il est quand même beaucoup plus populaire qu'avant parce que Ouais. je trouve qu'avant, on a ce qui comment dire? Ce qui faisait le cinéma français, c'était les comédies. Donc, c'était Moi, les je grandes trouve heures que des soit on allait dans des comédies, je dirais pas lourdingues, ouais, bah vraiment. voilà, assez mauvaises quand même, ouais, voilà, c'est ça, assez lourdes. Soit tu passais du Ozon, C'est ça. qui était Et lourd, bah mais d'une autre façon. et je trouve Ouais. que récemment, même si, moi personnellement, bon, c'est pas, le sujet, mais c'est pas des films que j'ai forcément appréciés, mais le fait que, par exemple, l'année dernière, les 2 plus gros succès, c'était en vrai un peu des films de genre, donc Oui, avec, le film d'époque, et de KPDP avec, Le Comte de Monte-Cristo et un truc qui se rapprochait un peu de Scorsese, dans l'ambiance avec L'Amour ouf. Je trouve que quand même ça donne espoir au cinéma français et même récemment, maintenant les grosses productions, c'est des trucs qui osent. Enfin, un Chien 51 qui fait un gros film de science-fiction, même si moi personnellement j'ai pas été attiré par le Non, moi non film. plus, Mais mais bon, ça ose. on salue C'est quand bien. même l'ambition. Bah, en tout cas, il a aimé. Et même le film d'Orelsan Yoroy qui fait un film d'action et de Qui est pas fantasy mal, en fait, ouais. J'ai l'impression que, enfin voilà, les films français commencent aussi à saisir, parce que j'adore l'ambition aussi qu'il y a dans les films, mais des films un peu plus concrets, enfin voilà, comme on peut voir avec L'amour ouf, Anatomie d'une chute. L'histoire de Mais Souleymane, c'est ça. l'histoire de L'histoire de Suleiman, Suleiman, exactement. Miséricorde l'année dernière. oui aussi. Ouais, bah voilà, qui sont vraiment des films sociaux, qui sont vraiment caractéristiques de l'ambiance française Ouais. et qui marchent souvent très très bien, Ouais. voilà, qui portent des très bons messages et voilà, et qui sont prenants. Et souvent avec une belle intensité d'ailleurs. Mais ouais, le cinéma français il est vraiment en train de se recommencer. J'ai l'impression quasiment il y a quasiment une deuxième nouvelle vague française. Ah, Cette fois, c'est pourquoi pas? c'est beau à dire. Ouais. Est-ce qu'on peut des faire femmes, du cinéma voilà, Justine Trier, Oui, j'ai oublié le nom, Julia Ducournau, C'est ça, ouais. The Substance. C'est vrai qu'on a eu quand même eu Coralie Farger. Et Ouais. oui, et on Ouais, a putain. même un film Même de genre, si, quoi. même si The Substance, ça compte pas vraiment vu que c'est une production Mais américaine. française. Mais c'est vrai que pour la symbolique d'une Française qui fait un film aussi radical quand Ouais, c'est même ça. pour comment dire le milieu artistique français, c'est ouais, Et ça, c'est des gens qui ont explosé en l'espace de 5 ans. ouais, ouais. parce que moi je me souviens du coup de cette période de creux dont je parlais. Moi je suivais beaucoup le festival Gérard Armé, qui est le festival du film de genre en français. Ouais. Et c'était beaucoup d'interviews de Alexandre Aja, Xavier Gans. Oui. Non, Xavier Gans et l'autre Gans, c'est Christophe Gans. Christophe Gans. Et les films de genre, c'était quoi? C'était Frontières, ce qui n'avait pas trop marché. C'était le début de Grave. On avait eu Martyr qui avait eu un succès à Oui, l'international. mais en Martyr, France, qui a un peu bégayé. ça date quand même, c'est le Donc, ça a été début très, des très années prolifique. 2000, je crois, hein. Ouais. Oui, c'est vrai, je parle de cette période de creux. On avait Motherfuckers, qui était une proposition dans le cinéma d'animation, mais Mais qui a pas marché. qui n'a pas marché. Mais du coup, c'était vraiment ce moment où le film de genre devait s'exporter. Et c'est ce qu'ont fait du coup ces réalisateurs qui étaient très présents et ne marchaient pas beaucoup. Mais Et moi, je pense, on a un renouveau aujourd'hui. je pense que pour le cinéma de genre français qui s'est propulsé, je pense que c'est pas anodin que ça coïncide à peu près, pas exactement, mais à peu près, avec la Palme d'Or que Juliette Ducournau elle a vue Oui. pour Titane. Ah ouais. Je pense que ça a mis une pièce. Je suis d'accord. Et la Palme d'Or pour Anatomie d'une chute, qui en plus après est parti chercher des Oscars, des Golden Globes et qui avait tout raflé au César évidemment, je pense que ça a vraiment explosé les portes pour le cinéma français. C'est vrai que je crois être le seul à aimer dans cette salle, mais moi j'avais adoré Emilia Pérez. J'ai pas vu. Oh, c'était bien, J'ai mais vu le début. Ah si, t'avais beaucoup aimé aussi? Non, C'est pas ça. beaucoup. Moi j'avais détesté. T'avais J'ai détesté. vu que le début. Mais voilà, en tout cas, moi Dans j'avais l'avion, adoré Emilia Pérez. Pour moi, c'était vraiment dans les meilleurs films de l'année dernière et qui a aussi eu beaucoup d'impact positif ou négatif. Surtout négatif. Surtout négatif, mais qui est quand même allé aux Oscars. Oui. Mais c'est Ouais. pas mérité le backlash que c'est pris. Oui, je le trouve ça. Non, parce que moi, je trouve qu'il y a des La problèmes, mais c'est pas. En fait- non, En fait, L'actrice, c'est problématique. hein. en fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, oui non mais c'est qu'en fait l'actrice, Mais Maudière, il a toujours été. Audiard, il a dit il est n'importe vieux, quoi. il est vieux. Oui. Ouais, mais le film en tant que tel, je trouve que. Victor. Ah, peut-être. Même ce que des gens reprochaient au film, Ouais, sur moi, j'ai- notamment le Mexique, comment il est représenté, je peux pas être d'accord, mais ils ont globalement raison. Ah ouais, Mais, désolé. des fois, je
Je ne prononcerai pas. Sinon, on va se relancer dans un autre débat. Mais voilà, donc on a un renouveau du cinéma de genre français qui ne fait plus que de l'horreur, parce que pendant un bon moment, le Ouais, c'est cinéma de cool genre, après, c'était... franchement. Ouais, non, c'était bien, mais pendant un moment, le cinéma de genre, c'était que de l'horreur. Là, on a de la fantaisie, on a eu eu Alpha cette Après, année. Après, moi, j'ai... Pas trop aimé, mais on a Ouais. eu Alpha quand même. Après, il y a un problème, comme je trouve, c'est que certes, on a ces réalisateurs qui font des films de genre en France, mais la plupart, ils partent très vite aux États-Unis. Oui. Ah Parce oui, que- là, ceux que j'ai cités, ils sont tous partis aux Parce États-Unis. que même si c'est pas un, même si, ou si techniquement le film de procès c'est un film de genre, mais Justine Triet, son prochain film, elle le fera aux États-Unis. Ah, j'ai pas vu ça. Sébastien Vanitschek, donc le réalisateur de Vermine, bah il part faire Evil Dead aux États-Unis aussi. Ouais, mais l'occasion en même temps. Alors, c'est vrai que l'occasion, mais quand même. Ils disent que les spectateurs français sont pas spécialement le public qu'ils attendent. Ben, Le plus. je sais pas parce que franchement, bah, les deux exemples que j'ai pris, Anatomie d'une chute et Vermine, c'est quand même des films qui ont eu des succès en France. Oui, mais s'ils veulent aller encore plus loin, voilà, il y a la petite touche, je sais pas, mais je dis pas Est-ce que ce serait les pas dû à spectateurs- Cannes les succès en France? Est-ce que l'étiquette, je sais pas, par exemple, Ah ouais Palme d'Or, qui a eu Titane et Tommy, Bah, est-ce que ça marche pas un peu à les... Vermine, c'est le contre-exemple parce que du coup, ça a pas été à Cannes, c'est C'est vrai. sorti comme ça au cinéma et c'est surtout du bouche à oreille. Ouais, c'est Ouais. Netflix aussi, il est sorti sur Netflix peu après, je crois. Ah bon? Il est Ah sorti- ouais. il est sorti en produit VOD. par Netflix. Si, si, produit par il est- Netflix, il il est est sorti en VOD peu après. C'est vrai, oui, c'est ça. Et moi, je sais que quand je l'ai vu, je l'ai vu en VOD. Je crois, je sais pas, j'ai pas les chiffres et j'ai pas eu énormément de retours, mais je crois que le film a une seconde vie en plus avec sa diffusion Oui. sur Netflix, Il me semble. donc ça a pu aider. Mais c'est vrai que oui, en vrai, c'est un peu dramatique que même s'il y a des succès d'estime et même un peu comment dire, au box-office de certains films de genre français, la plupart ils partent aux États-Unis. Mais C'est ça qui est un peu triste. Bah, par exemple, tu vois, tu as parlé d'Alexandre Aja tout à l'heure. Alexandre Aja, c'est un mec qui a commencé en France et qui s'est tout de suite barré aux États-Unis. C'est leur cinéma de genre. Mais moi, je pense que ce qui différencie avec ces générations-là qui sont parties parce qu'ils n'auraient pas de financement, eux, ils partent parce qu'ils veulent explorer quelque chose d'autre. Et du coup, justement, Alexandre Aja, Xavier Jean et l'autre dont j'ai encore oublié le nom, ont pavé cette route. Enfin, ils sont pas partis faire des grands films non plus, quoi. Alexandre Aja, il a fait Piranha 3D, je crois. Xavier Jean, il a fait. Que des grands films. Je sais plus ce qu'il a fait. Xavier Jean, il a fait Hitman, hein. Il a fait Hitman. Que des grands Et films. il y a eu Silent Hill aussi. Ça, c'est Christophe Gans. Christophe Gans, voilà, j'ai du mal avec les deux. Mais du coup, bon, Silent Hill, moi j'ai trouvé bien, mais c'était pas non plus des excellents films. Mais ils sont partis, du coup, ils ont pas vraiment réussi aux États-Unis. Il y a eu aussi les deux Français qui ont fait le Massacre à la tronçonneuse, qui je Ah crois ouais était un petit succès d'estime. Ouais, il y a eu un remake de Massacre à la tronçonneuse. c'est Sur, le sur Fest. Netflix. Non, Si. c'était sur Netflix. Bah, il est sur Netflix. En tout Il est cas. sur Netflix maintenant, mais il y a eu un remake qui a été fait par. Mais il y en a eu beaucoup, donc sûrement, oui, je te crois. Bah, le plus récent, je crois que c'est 2019. Netflix. Et voilà, mais du Mm. coup, toutes ces personnes-là qui se sont exportées aux États-Unis ont peut-être un peu pavé la route pour qu'aujourd'hui, quand Vanitschek il y va parce qu'il peut travailler avec Sam Raimi, plutôt qu'il y va parce qu'il ne trouve pas de financement en Puis France. surtout que Vanitschek, dans le peu d'interviews qu'on a pour le moment sur Evil Dead Burn, il a dit que cryptiquement, on sait pas vraiment, mais qu'il va quand même essayer de garder une patte francophone Ok. dans Bah, l'univers il a Evil mis sa Dead. Le scénariste, Ouais. c'est Flaubert. c'est Ouais. Flaubert. Ouais. Est-ce qu'ils vont mettre des vannes comme Evil Dead 2, Evil Dead 3? Je pense qu'il y aura. Bah, la saga Evil Dead, elle est codée Et les depuis. derniers, les Le dernier, il y remakes, avait pas de vannes, c'est... Je trouve que le Vous avez dernier. pas rigolé devant celui de Pas vu, moi, 2013 le ou le tout dernier? C'est Ah, Evil Rise. Evil Dead Rise, c'est le dernier. Moi, je suis désolé. Je trouve que le monstre de fin, juste ça, c'est tellement grotesque que ça en devient drôle. Il y a des scènes où, oui, même des scènes d'horreur où juste c'est horrible, Ouais. mais t'as ce sourire en mode, ah, c'est tellement violent que tu C'est vois. parce que c'est comment dire, c'est très gourmand en violence, quoi. Voilà, c'est ça, ouais, il y a un côté très grossier, mais qui est génial. Et ouais, ouais, moi j'ai bien rigolé quand même. Donc je pense qu'il y aura quand même un côté humoristique parce que Vermine, il y avait quand même quelques vannes. Ah oui, non, Vermine. C'était super. Et moi, petite espérance personnelle pour Evil Dead Burn, j'espère qu'il va faire comme dans Vermine. Et il avait fait un truc que j'ai trouvé génial, c'est qu'il faisait des needle drops, donc il utilisait des musiques extra-digétiques qui étaient pas faites pour le film, qui étaient des needle drops de rap français. Ah, Et donc ça, c'était du jamais vu. Et j'ai vu que, parce que moi je le suis sur Instagram, qui poste des fois des trucs de scénario avec du Caris, etc. Et donc ce serait complètement dingue de faire un film Evil Dead avec du Caris. D'accord. Mais oui, ouais. Ouais, C'est c'est chaud clair. pour qu'ils mettent vraiment leur patte dans le film et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils les appellent. Ouais, ouais. Donc, ouais, ce serait génial.
On passe à la partie les sorties de la semaine. Donc la semaine où vous écoutez le podcast, c'est la semaine prochaine pour nous. Donc on a 3 sorties pour cette semaine qu'on va tous essayer d'aller voir, comme on a fait pour Zootopie et Begonia aujourd'hui. On a dans un premier temps Make to My Love Canto Doué, donc la suite du premier et On en parlera. et d'un truc j'ai sorti entre autres, donc voilà. On a également une suite avec Five Nights at Freddy 2, la suite du premier film inspiré de la saga de jeux vidéo. Et finalement, on a un film français, Gérald le Conquérant, qu'on évoquera aussi très rapidement. Et j'aurai une petite parenthèse à la fin pour parler d'une autre sortie particulière. On commence par Make to My Love. Ouais, bien sûr. Moi, je vais faire une rapide pour dire que Make to My Love, c'est pas un truc qui m'intéresse. J'irai sûrement le voir pour les besoins du podcast, mais je n'en sais rien. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai suivi un peu ce qui s'est passé avec l'opus Termine. de plus, mais à part ça, c'est pas un truc qui m'appelle particulièrement. Avant de laisser parler le grand Alexandre, spécialiste là-dedans. Moi, j'ai déjà pas vu le premier, il faut que je vois le premier, Make to My Love, avant de voir le deuxième. Mais je suis intéressé, en fait, j'ai vu que La vie d'Adèle, qui pour moi vraiment est excellent. Pour moi, est horrible, La vie d'Adèle. Je déteste ce film. Bah, j'ai l'impression de C'était toute pas manière pareil, que effectivement. j'ai l'impression que Keishi de toute manière c'est apparemment c'est soit t'aimes pas du tout. J'ai détesté La vie d'Adèle. Mais je pense que si on enlève, il est problématique. Ouais. La vie d'Adèle est Bah, problématique. sur en sa film page aussi. Wikipédia, il est écrit accusation d'agression sexuelle. Sur Ouais, la ouais, page ouais, Wikipédia. ouais. Donc, Mais même La vie d'Adèle a beaucoup de choses problématiques. Oui, les actrices, on Je a beaucoup parlé. Je trouve que ça n'empêche pas que c'est quand même un film vraiment excellent dans la manière dont il est fait. Et voilà, et du coup, je suis assez curieux de découvrir ça, mais j'ai ni hâte, ni de. Voilà, je sais pas. Bah moi personnellement je sais vraiment pas si je vais aller. Déjà juste moralement, en fait, Ouais. par rapport à Keshish, Je suis etc. d'accord. Je sais pas si j'ai envie d'aller le voir. C'est pas un cinéma qui m'attire. Un truc hyper naturaliste. Moi, c'est mon kiff absolu. Toi c'est ton kiff. Moi je sais pas, je trouve ça peut-être trop, comment dire, pas trop libre, mais dans le sens où moi j'ai peut-être besoin pas qu'on me tienne la main, mais au moins d'une petite narration. Et non, puis même rattraper le premier, je crois que le premier fait environ 3h. 3h10, je crois. C'est vrai que 3h10. si j'ai rattrapé le premier, à tout moment, je ne le rattraperai. Non, je mais dirais t'as non. même pas vraiment besoin de le rattraper. Ah Je vais ouais? pas voir le deuxième Sans avoir vu sans avoir vu le 1, j'avoue. Bon, Make to My Love, Bon. il y a un petit flou sur le fait qu'on va le rattraper ou pas. Moi, je l'ai déjà vu. À la première séance de vrai cinéma public, ouais. Où il y avait les acteurs, il y avait The Panda, un autre violeur. Et, Et d'ailleurs, on invite Kashish tout de suite. Mon Dieu. et je pense qu'il faut aller le voir au cinéma parce que, bon, Keshish, les agressions comme ça, et Intermezzo, mais on en reviendra sûrement, je pense, au podcast de la semaine prochaine. Mais en fait, c'est sûrement son dernier film parce qu'il a fait un AVC en mi-mars. Donc, par exemple, il n'était pas au Festival Locarno où Canto Doué a été diffusé, mais il n'était pas aussi aux séances d'avant-première avec toute l'équipe du film, mais pas à Keshish parce qu'il ne peut plus bouger de chez lui. Bien fait. Mais globalement, si vous aimez les films naturalistes, il faut aller voir Make to My Love. C'est impressionnant, même s'il y a des problèmes, notamment de male gaze énormes dans Make to My Love 1. Bon, ça, c'est, de toute façon, c'est dans tous ces films, j'ai Ouais, l'impression. non, mais Make to My Love 1, c'est pire. Ah ouais? Mais pourtant, Ok, c'est ça a l'air. peut-être un de mes films préférés, malheureusement, parce que moi, en plus, il me touche par rapport à mon histoire personnelle, parce que c'est quelqu'un qui habite dans le sud de la France. J'habite dans le sud de la France, qui a abandonné des études dites prestigieuses pour pouvoir faire du cinéma. C'est ce que j'ai fait, et qui passe son été à Sète. Il habite à aller à la plage. Donc tout le film se passe à Sète. Et vraiment, ils vont manger ils gèrent un couscous, ils vont manger là, ils vont en boîte. Tu suis la vie de ces gens. Donc, pour ceux qui ont déjà vu Make to My Love et qui ont détesté, il faut aller voir le 2 parce que ce n'est plus du tout la même chose. On est moins dans le naturalisme, justement, et on a une histoire qui, moi, m'a dérangé parce que j'aime beaucoup le naturalisme, donc Sonso, Keshish, j'adore ces gens-là. Mais parce que d'un coup, on change de registre complètement, on perd limite dans une comédie. Je peux pas dire, mais j'ai revu un peu le 1 pour me remémorer après avoir vu le 2, et en fait, tu le sens venir. Mais ça part tout de suite dans une comédie, vous verrez bien. Et si jamais vous avez adoré Make to My Love 1, quand même allez le voir, parce qu'il reste une petite heure de Make to My Love 1, des scènes à la plage, sans le male gaze. Il a choisi mieux ses plans cette fois, mais ça reste intéressant à voir pour le dernier film d'un réal qui a quand même une palme d'or.
Et bah, peut-être petit conseil, si vous Prenez la place pour un autre film. c'est ça en fait. Bah, faites comme le film Dracula de celui dont je ne citerai pas le nom. Pareil, Euh, le cinéma-major français du renouveau français. Non, Besson a non, sorti non. 2 films cette année. Ah ouais? Deux films, j'ai vu les deux sont catastrophiques. Mon Dieu. Dracula et un autre. Ah ouais. John, n'inquiète pas. Mais donc du coup, non, mais si vous voulez vraiment aller le voir pour l'œuvre artistique que ça est, oui, payez votre place pour un autre film. Ouais, c'est ça. Ouais, faut pas, en tout cas, soutenez pas financièrement Ouais, des gens comme ça. Ouais, téléchargez-le, je pense qu'il va pas non plus rester 8 ans au cinéma. Donc je pense que si vous le regardez De toute façon, pas sa carrière est finie, automatiquement... je pense, dans tous les cas. Ah ouais, bah le mec Non, est de- quasi mort, Bah, en fait. en fait, C'est un légume, Make to My Love 2, c'était avant le l'AVC. drame intermezzo Ah merde. Ah. et les accusations qu'il y a en 2018, parce que ça fait 8 ans qu'on attend le retour de Keshish. Ok, parce en que 2017. du coup, peut-être pour contextualiser pour les auditeurs, Oui, si tu veux, moi je peux expliquer aussi. explique. Je vais expliquer. Du coup, Make to My Love, en fait, normalement, s'articule sur 3 films. Donc, Make to My Love Canto Uno, Make to My Love Intermezzo et Make to My Love Canto Due. Sauf que Intermezzo a été diffusé en compétition La officielle Cannes. au Festival de Cannes en 2019. Et sauf que le film a été houleux, mais je crois que c'est l'une des séances les plus houleuses de Cannes, avec des exemples comme Je mettrai des Irréversible, extraits etc. au euh, bah voilà. J'adorerais. Et donc des réactions houleuses qui ont mené à la non-sortie du film. C'est-à-dire que le film a été diffusé une fois en projection à Cannes et il n'est plus. Le film n'a plus été diffusé nulle part d'autre après. En réalité, c'est un peu plus compliqué, je crois. Ok. C'est qu'en fait, il y a eu où il s'est fait détruire à Cannes. Et en Mérité. fait, une actrice qui joue Ophélie, et je crois que ça D'accord. s'appelle aussi Ophélie Beau dans la vraie vie, D'accord. a donné son consentement pour faire une scène de sexe non simulée dans Make to My Love Intermezzo, qu'elle a retiré au moment du montage, que Keshish lui a dit apparemment, je m'en fous, je vais quand même la mettre. Et du coup, il y avait des histoires aussi en interne de la production où le producteur était pas trop d'accord avec ce que fait Keshish et il n'avait pas payé les droits d'une musique d'ABBA apparemment en fond parce que le film se passe Dans une boîte de de nuit. nuit pendant 3 heures. Il y a 3 heures de C'est pas temps- plus, c'est pas genre quasi Ouais, 4 mais heures. il y a 45 minutes scène de cul. Ah mon dieu. Et voilà, c'est là tout le truc que peut faire mal Keshish, quoi. Et le producteur a dit, je ne vais pas remettre genre 3 millions Pour distribuer ce film. pour pas le distribuer, mais juste pour payer les droits de la musique Ok. et pouvoir le distribuer. Et du coup, il n'est jamais sorti. Et même dans le trailer de Canto Due, le film n'existe plus. Ils te mettent je sais pas, le 7e film de Keshish, je sais plus combien il en a fait, mais c'est sans compter Intermezzo, pourtant qui existe sur un disque dur quelque part. Beaucoup de monde a vu. Enfin, beaucoup de monde. Non, très peu. Ouais, 1000 personnes. Mais peut-être. des gens l'ont vu. Ceux qui étaient à Cannes à ce moment-là. Mais c'est mérité, je pense. Donc, allez le voir, mais ne soutenez pas financièrement Keshish si possible. Ou Quoi. si vraiment le film juste ne vous intrigue pas, juste n'allez pas le voir Ouais. au final. On fait bien nos recommandations en tout cas sur cette émission. Surtout, n'allez pas le voir. Et si vous y allez, payer la séance pour une autre salle. Ben oui, oui. Alors, de quel prochain film on ne va pas conseiller d'aller voir? Et bah, bizarrement, je sais pas si on va être beaucoup à conseiller, mais du coup, il y a la sortie de Five Nights at Freddy 2. Bah, n'allez pas le voir. Pour d'autres raisons. Alors, je n'ai pas vu le 1. Parce Moi, je l'ai vu. De ce que j'ai. Alors, tu me diras si je me trompe. Mais du coup, j'ai vu, du coup, c'est une adaptation d'une licence d'horreur que moi j'aime beaucoup, qui me tient beaucoup à cœur, qui a été un peu l'enfance de notre génération. Enfin, c'est. Licence de jeux vidéo, faut préciser quand même. Jeux vidéo, pardon. Cross Media d'ailleurs, qui a aussi beaucoup de bouquins. Mais du coup, une licence de jeu d'horreur qui a un peu évolué avec notre génération, qui moi me tient beaucoup à cœur. Je ne suis pas allé voir le 1 parce que ce n'était pas vraiment un film d'horreur, c'était plus un film. Ouais. Voilà. Qui, pour moi, dénature un peu et essaye de faire du lore, mais pas très bien, parce qu'on a déjà un lore établi que moi je me suis beaucoup trop renseigné. Ouais, Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et je sais que le film joue un peu avec le lore, mais sans vraiment le respecter. C'est ce que moi j'ai entendu, parce que je ne suis pas allé voir le film, je le rappelle. Alors moi, je suis allé le voir le 1 et c'était pas très bien. Mais en plus, je trouve c'est qu'il démystifie pas mal en fait le mythe autour justement de cette histoire Purple Gay. de Five Nights at Freddy's. Oui, en gros, pour les auditeurs, il y a un homme qui tue des enfants et il se réincarne dans des animatroniques qui, eux, veulent retrouver cette personne et le tuer. En gros, c'est ça le script des jeux Five Nights at Freddy's. Le lore est beaucoup plus compliqué, mais en gros, c'est ça. Oui, en gros, c'est la partie simple.
Et en fait, on va suivre dans le 1, on suit le début de ce lore. Un lore qui n'est même pas dans les jeux, mais qu'on sait que c'est arrivé via des indices. Ouais. Et on démystifie complètement. Il y a une scène, il y a une scène où les animatroniques jouent avec des enfants. Ils font un château de draps. Et pour moi, C'est ça n'a aucun ridicule. sens, quoi. Surtout quand justement on est bercé par notre enfance de ces. Mais c'est pas ça. Ouais, Après, ça fait flipper, quoi. Et là, on te sort, ouais, on va construire un château. pour les auditeurs qui n'ont pas connu, je me rappelle que la sortie des 3 premiers jeux Five Nights at Freddy's, il y a beaucoup de creepypasta, beaucoup de fausses rumeurs, comme quoi c'était inspiré d'une histoire vraie, etc. Moi, je me rappelle que j'ai eu un petit traumatisme gamin à cause de Ah oui, ce bah, genre Bah, d'histoire. c'était des événements hein, C'était quand même. vraiment, Hein. non, c'était vraiment quelque chose. Et Ils même sont perdus, mais ouais. quand la communauté a commencé à créer le lore et tout, c'était super intéressant. Là, ils sont partis sur un truc avec des bouquins, donc c'est devenu une franchise transmédia et j'aime pas trop le virage que ça prend. Mais le lore continue d'évoluer. Bah, Mais, j'ai l'impression que quand même la communauté Five Nights at Freddy's, c'est une communauté quand même qui est très Ah très oui. très active. Ah oui, 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 ah oui, oui. Tous les ans, il y a tous les livres, ils les lisent, il y a des updates du lore, ils refont la chronologie 20 fois. Il y a encore des jeux qui Il y a sortent. encore des jeux qui sont plutôt bien de ce que j'ai compris. Il me semble que le dernier il est Alors, on sort du Ça change. registre Five Nights at Ah oui, Freddy's Point and Click. Ah oui, Ok. ça change complètement, mais c'est pas trop mal de ce que j'ai compris. Moi, j'ai pas envie de voir les fanfictions qu'il y a là-dessus. Ouais, mon Dieu. Mais du coup, si vous voulez voir un bon film Five Nights at Freddy's, le 2, moi j'irais peut-être le voir. Regardez Willy's Wonderland. Avec Nicolas Cage. Avec Nicolas Ouais, Cage. c'est ça que je voulais Ah, dire. c'était pas mal. C'était vraiment. Apparemment, c'est vraiment. Ils sont payés des amendes parce qu'ils ont copié Five Nights at Oui, Freddy's. c'est vrai, et c'est beaucoup plus Et fun apparemment, c'est décomplexé. vraiment bien. Ok. Et c'est un Nicolas Cage bon, ce qui arrive pas si souvent que ça, Non, il est tout malheureusement. le temps bon, Nicolas Il Cage. est pas tout le temps bon. Il est meilleur ces derniers temps. Il peut être très bon. Il peut être très bon. Mm. Et du coup, est-ce qu'on ira voir FNAF 2? Bah oui, pour le podcast, on fera un Moi, je débrief. ferai une Mais... soirée Make to My Love 1 et Et FNAF 1 et après j'irai voir Make Bah, to My moi, Love. j'avoue- Moi j'avoue que ça m'intrigue, ça fait un Moi, je pense que petit, je prendrais les deux. petit film nanar. Non, mais pour moi, c'est un nanar, mais il faut le voir. Ouais. Moi, je prendrais le 1 C'est pour un le bon rattraper moment. parce que j'ai quand même été très fan de cette licence et j'irai voir le 2 pour le podcast. Et ça, vous pouvez payer votre place. Bon, c'est pas un drame C'est pas méchant. de financer Universal, Vous quoi. pouvez d'ailleurs payer 2 fois si vous voulez aller voir Make to My Love Et FNAF. Vous Vous allez payez voir 2 2 fois. fois. Deux séances différentes de FNAF. Et comme ça, Et voilà, sera- c'est et le ça- film de l'année. Et ça fera plaisir à Freddy. Et, et du coup, le dernier film de cette rubrique, ce sera Gérald le Conquérant, qui est du coup un film français de Fabrice Eboué, un Normand, qui décide d'ouvrir un parc à thème sur la Normandie, et qui est très très patriote, très très chauvin, et ça montre un peu les dérives d'un patriotisme poussé à l'excès, et d'une fierté normande poussée à l'excès. Bah, écoute, il faut préciser aussi que du coup le film est avec Fabrice Eboué, donc c'est moi qui se mérite là. ouais, il est devant et derrière la caméra, ce qu'il a déjà fait fait sur, tout le temps. oui, Il qu'il fait fait tout le ça. temps. Il a fait ça sur le Barbac. Barbac, que j'ai pas du tout. Barbac, son film, Moi, je l'ai j'ai pas pas vu. Moi, il y a, Pour un film humoristique. il a fait Casse Départ, Ouais. qui, je trouve quand même qu'il a presque un statut de classique maintenant. Ouais, pour les euh, Français, je pense, hein. Culte dans pour le les cinéma comédies, français, ouais. Et que moi j'adore, moi que je trouve Ouais, il est hilarant. drôle, ouais, il est Et drôle. il a fait ça aussi pour le je sais pas quoi du Botswana. Le crocodile du Botsanga, oui, avec Thomas Njijol et bah, Regagnant. Regagnant, Son oui. dernier, je Mais crois. je crois c'est pas lui qui le réalise, je crois qu'il joue juste dedans. Ouais. Et du coup, bah, Fabrice Eboué, humoriste français qui plaît à beaucoup de monde, hein. Je pense que c'est l'un des. Son spectacle est très drôle, je trouve. Ouais, mais c'est Moi, un. il me fait marrer, il me fait Ouais. marrer. Bah, Moi j'aime dans bien ce le- film, mais Bah, oui, ça dépend. J'aime bien ce côté de Fabrice Eboué, de voilà, il ose et en même temps il choque, mais pas tellement parce qu'on sait la pensée de fond. ouais. C'est pas comment dire, de l'humour noir gratuit. Ouais, voilà, c'est ça, c'est toujours bien pensé et ça va tellement loin que évidemment qu'on sait qu'il pense pas ce qu'il dit, Ouais. tout ce qu'il dit. Le film, je crois, est tourné en style documentaire, un peu comme The Office, On dit la vision. en Vista Vision. C'est très drôle. Il y a Euh, 4 films dont Gérald. Mais moi, ça m'intéresse énormément et ça m'intrigue parce que la dernière fois que j'avais vu Fabrice Eboué dans un programme style documentaire, c'était le Inside Jamel Comedy Club C'est exactement ce que j'avais en et, tête. Ouais. et c'est l'une pour moi des séries humoristiques françaises les Ah, je plus l'ai pas vu. Je drôles. savais pas que c'était Ah un bah, documentaire. Fabrice. Bah oui, en fait, c'est un Bah, je l'ai vu. documentaire
sur une tournée du Jamel Comedy Club. Ouais. Et donc, en fait, le truc, il leur arrive que des galères, etc. Donc, c'est en sitcom. Et c'est génial. Ah bah et puis Fabrice Eboué dedans il est excellent parce Bah, qu'il les, joue un les... Ouais, mégalomane. ouais. Ouais, Et les c'est regards ça. caméra, ils sont Non géniaux. mais oui, Ouais, ouais. oui, vraiment c'est incroyable, enfin c'est très très drôle. Et donc, est-ce qu'on attend Gérald le Conquérant? Bah moi je l'attends, j'avoue ça m'intrigue, c'est une comédie qui il me semble qu'il est un peu poétique, je sais plus qu'est-ce que ça critiquait, ça critique un peu ces trucs genre le Puy du Fou et tout ça, C'est, ouais, ouais, ouais. qui sont quand même très très Ouais, c'est réalistes, tout ça, Identitaire. etc. Ouais, bah, ouais. Et donc moi je suis intéressé par cette parodie du Puy du Fou par ce bon vieux Fabrice Eboué que j'avais trouvé très fort dans Fatal aussi, voilà. C'est vrai qu'il est dedans. Je l'aime beaucoup dans Fatal, il joue une sorte de proxénète, un peu bizarre. Bref, et du coup moi j'attends Gérald Conquérant, j'irai le voir, ce sera un bon moment, Ouais, j'imagine. je pense c'est un bon moment au cinéma. Oui, Après, ça c'est va pas un pas grand être film, marquant du tout, mais je Mais pense le que trailer a l'air sympa, le fait que... ouais, si c'est un documentaire, ça m'arrive. Bah en fait Ouais. oui, et j'avoue j'étais pas du tout, je pense que j'allais pas le voir de base. Je savais pas que c'était un documentaire donc, enfin en tout Ça a- cas ça a peut-être l'air, dans un style ça a un peu l'air, comme ouais. ça, mais non plus pareil, en fait je me suis pas renseigné sur le film. Et mais voilà peut-être oui, du coup peut-être que j'irai le voir. Peut-être à l'instar de FNAF. Ah moi je vais voir les deux je pense. Et du coup on va terminer sur le sujet de cette semaine qui est le cinéma d'horreur où on va évoquer, on va avoir un petit débat sur la question du genre ou pas. L'Elevated Horror. Merci beaucoup. On peut penser notamment au film de Jordan Peele ou de Ari Ari Aster. Aster qu'on a Yorgos aussi un peu, hein, en quelque sorte. Yorgos, un peu Yorgos aussi. c'est pas ultra Mais- horreur, c'est un peu Ouais, mais il est marqué dans le horreur, même mais style il y a un que- côté Mais, peut-être- enfin, selon moi, parce que j'ai vu les films de ces trois cinéastes, pour moi, vraiment les figures de proue de ce qu'est le Elevated Horror, Ouais. c'est Jordan Peele, Ari Aster et Robert Eggers, qui a aussi Oui, contribué. on l'a oublié. Oui, Donc, c'est vrai. Évidemment. Ouais, avec tous ces films. Donc déjà, moi, je lance la question comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement d'Elevated Horror? Alors, moi, j'aimerais commencer parce que je suis celui qui a vu le moins de films. J'ai vu que Get Out et Hérédité. Get Out, je trouve ça très sympa, sans plus. Enfin, je sais que le film a énormément plu. Moi, j'ai trouvé très sympa, mais il m'a pas chamboulé. Par contre, j'ai énormément Hereditary. C'est un de mes meilleurs souvenirs de film, de le voir. En fait, l'ambiance dans laquelle j'étais était vraiment particulière. Et, euh, et c'était vraiment un super film qui reste toujours avec moi et que je conseille quand je parlais de cinéma d'horreur, un truc dont je ne suis pas très fan. Mais je maintiens que pour moi, l'Elevated Horror, c'est un peu comme quand un rappeur dit je suis pas rappeur, je suis artiste. Voilà. Oui. C'est vouloir se donner du crédit particulier, alors que le cinéma d'horreur, c'est pas un truc dont on devrait avoir honte. Oui. On devrait être fier et il n'y a pas besoin de rajouter cette étiquette. Je sais pas si l'étiquette elle est donnée par la communauté ou par Par les la réalisateurs. communauté, je pense. Je pense que c'est la communauté, la critique qui a attribué ça. Je pense pas que ce soit les réalisateurs qui se sont dit ça. Mais du coup, je pense que c'est juste une étiquette pour se démarquer, pour dire je regarde pas de vos slashers à deux balles, je regarde des films d'auteur. Ouais. Et je trouve ça un peu nauséabond, je Ouais. dire ça. Puis même, moi, il y a un terme en plus qui coïncide un peu avec l'Elevated Horror et qui, moi, vraiment me débecte, c'est le cinéma d'horreur intelligent. C'est ça, Bah, ça va avec, Ce qui, ouais. ce qui signifierait que du coup, tout le cinéma d'horreur qui vient avant Get Out, Hérédité, c'est du cinéma d'horreur bête. Ce qui, pour moi, je trouve est juste du mépris. Ça fait un peu mépris de classe. Ah Ah, oui, ouais, beaucoup, carrément, beaucoup. côté mépris de classe. Beaucoup, Parce que le cinéma d'horreur, c'est un des enfin, c'est peut-être le genre le plus populaire. Ouais, ouais, ouais. Faut présenter parce que non, ça mais c'est coûte ça, pas déjà, c'est aussi cher. c'est aussi un genre de jeunesse, Oui. qui attire beaucoup de jeunesse. Et voilà, et que vraiment, à peu près tout le monde peut aimer. Évidemment, il y a ceux qui n'aiment pas le cinéma d'horreur, et c'est, voilà, comme ça peut arriver. Mais c'est vrai que c'est très diversifié, on peut y avoir beaucoup de choses, et donc on peut tous passer un bon moment devant un film d'horreur. Et oui, en effet, il y a vraiment ce côté mépris de classe de des films qui marchent beaucoup. Non, on va faire des films intelligents. Mm. Ouais. On va faire, voilà, on va faire des films qui réfléchissent, on va faire des films beaucoup plus complexes que juste votre tueur. Et oui, le cinéma d'horreur a eu ses déboires, enfin, les franchises qui s'éternisent et qui deviennent des parodies d'eux-mêmes, on en a vu plein, Ouais, que ce soit Freddy, que ce soit Les Griffes de la Nuit, que ce soit Alien Romulus. Voilà, Alien, moi j'ai pas vu moi, j'ai beaucoup Romulus, aimé je Alien ne Romulus. penserais pas, C'est une parodie de tous les autres aliens avant. Pas faux. mais du coup, le cinéma d'horreur avec beaucoup de déboires, vu que c'est un film aussi qui est accessible, avec beaucoup de mauvais films, de suites, de trucs comme ça, mais ça reste un film qui a créé de grands réalisateurs. The Thing, c'est un grand film, j'aime beaucoup Wes Craven. On a beaucoup de gens, Sam Raimi dont on parlait plus tôt, Mm. et il faudrait rendre ses lettres de noblesse et pas vouloir minimiser ce genre. Bah, le problème, c'est que, en fait, je pense que ces réalisateurs de l'Elevated Horror, je pense qu'ils eux, ils voulaient juste Faire de l'horreur. faire de l'horreur, quoi.
Bah, Mais je pense que c'est des mecs juste qui sont fans de films d'horreur. Moi, tu vois des interviews avec des mecs comme Ari Aster, etc. C'est des mecs qui sont vraiment passionnés. Robert Eggers aussi. Même si Robert Eggers, lui, les influences qu'il dit, c'est plus des trucs de cinéma d'Europe de l'Est, Oui, etc. beaucoup leur Et il compte Mais vraiment dans l'Elevated Horror. bah, je trouve que oui. Quand même avec The Lighthouse. Tu sais, ce truc très arty, bah, je trouve qu'il a collaboré à la vibe film d'horreur A24 qui rejoint Ouais, un ouais, peu ouais. le film d'horreur, l'Elevated Horror. Ouais, mais c'est pas exactement la même J'allais en chose. parler. Le truc, c'est que moi, personnellement, on a dit Ari Aster, Robert Eggers, Jordan Peele. Bon, j'avoue que je suis un peu moins fan. Mais, Mais ça rentre dans le mais, dans le thème. non, mais personnellement, Ari Aster et Robert Eggers, c'est des réalisateurs que j'aime beaucoup. Ouais. Ari Aster énormément. Robert Eggers, moi, je surkiffe énormément The Lighthouse. J'aime beaucoup Nosferatu. Moi. Moi, j'ai pas aimé Nosferatu. J'ai détesté Nosferatu. J'ai détesté The Northman. Ah ouais, bah, tu vois, Autre The chose. Northman, moi, j'ai trouvé excellent aussi. C'est vraiment un réalisateur que j'aime beaucoup. J'ai trouvé ça d'un ridicule. Ça se prend trop au sérieux, je trouve. Moi j'ai adoré. Ah ouais? Nosferatu. Ah Et non, c'est justement, pour je ça crois que qu'il pour est- moi, ça peut rentrer dans l'Elevated Horror Ouais. parce que c'est une horreur vraiment très sérieuse, Ouais. très grave. Mais en tout cas, tout ça pour dire que voilà, les réalisateurs en eux-mêmes, en effet, je suis pas sûr que ce soit eux qui véhiculent. Par contre, il y a A24, Oui. qui est Ouais, qui joue à sur ça. première vue une bonne prod, qui a fait plaisir en fait quand elle a commencé à monter, parce que justement, on avait des films Qui un produit peu toujours plus rodés, quelques bons et qui films. produit encore des bons films, mais qui maintenant essaye vraiment d'adopter une identité, justement. Nous, on est intelligent, nous, on fait du subversif, et qui devient assez lourd à force. Ouais, mais en plus, ça veut dire qu'ils considèrent que les autres films C'est d'horreur ça. d'avant n'étaient pas Bah, des c'est films, ça. on peut dire aussi un message, je veux dire The Ouais. Substance. Moi, je le Ah, mets un peu dans le truc Elevated Horror, Je comprends. sur suis le pas- film à message. Ah, Je suis pas d'accord parce que The Substance a quand même un côté ultra grotesque ouais, c'est Oui, ça. qui mais n'est c'est pas présent dans les autres, je trouve. Oui, mais je comprends le côté un Mais peu arty dans oui, Oui, il y oui, a un ok. truc arty, message, les Mm. femmes, la vieillesse, ces choses-là. Mais Oui, par oui, exemple, oui. je pense à Massacre à la tronçonneuse. C'est aussi un film c'est un très film engagé, message. quoi. Ouais. politique. Je veux dire que. Et Alien, c'est Alien, aussi c'est très, une écologie de Vraiment, fou. vraiment. Et ils considèrent que ça, c'était pas des messages, alors que peut-être c'est. Moi, en plus, je les trouve plus subtils que Ouais, Jordan Peele oui. et The Substance. Non, mais Ouais, j'entends. Non, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté, enfin, c'est ce que je dis avec A24, il y a un petit côté de presque de voir les mêmes films, alors que normalement leur veine principale c'est de faire du subversif, de voir un peu le même film de waouh, ok, c'est un film d'horreur avec une métaphore tout le long, enfin, tu vois, c'est toujours incarné par une grosse métaphore, et au bout d'un moment, ouais, ça nous passe un peu au-dessus. Et moi, je trouve un truc intéressant, du coup, sur ces trois figures qui sont Eggers, Astor et Peele. Astor est un peu à part, mais j'ai remarqué un truc, c'est que les trois commencent vraiment à se détacher du genre qui les ont fait. Oui. Parce que t'as Eggers qui maintenant fait des trucs à gros budget, des films de monstres pour Universal. Jordan Peele, c'est pareil, maintenant il fait du très grand spectacle. C'était quoi? C'était Nope? Bah, c'était Nope. Plus de la fantaisie. Ouais. de Bah, l'horreur. Nope, Nope qui avait un côté beaucoup plus concret et Bah, plus Nope, Beaucoup intéressant. plus science-fiction. Nope, en fait, c'est qu'il le vend et je trouve que c'est un peu la veine que ça a, c'est un peu les Dents de la Mer mais avec un alien. Je vois ce que tu veux dire. Et donc, tu sais, il y a ce truc un peu grand public, très Ok. blockbuster, très gros film. Et bah, Ari Aster, lui, n'est plus sur l'horreur. Lui, il est complètement parti dans la comédie, la satire et le surréalisme. Et donc, je trouve ça intéressant de voir ces figures de proue qui eux-mêmes se détachent du truc parce que je pense qu'eux aussi doivent être un peu dégoûtés du truc. Ouais. Je pense qu'ils ont envie de faire autre chose en fait. Ouais, c'est ça. Non, puis en plus, l'étiquette, je trouve que c'est des gens, ils ont été très maxés. Oui. Je veux dire, Ouais. pas Eggers, lui un peu moins, mais je veux dire, Astor et Jordan Ouais, le Peele. mérite, je trouve quand même. Enfin, Moi, je Ouais. trouve que les mais deux ils ont le été méritent. Hein. maxés. Oui, non, mais presque. Ça a pas Ils trop sont fait, forts. de Jordan Peele. Hein. Ils sont forts, Moi, j'ai donc ils le détesté méritent. Us pour le coup, mais Moi, j'ai adoré. Ok. Ils sont forts, donc ils le méritent. Mais je pense que eux-mêmes, ils On se a sont un dit, moment. qu'est-ce que vous Mm. faites là? Mais aussi, moi, je sais pas si vous avez ressenti ça, mais moi, dans ce que j'ai entendu des gens qui parlaient d'Elevated d'horreur, ils parlent aussi de cinéma d'horreur qui fait pas peur. Enfin, j'avais du mal à expliquer, mais qui fait pas peur. Non, non, mais je par, comprends, les par films ses à effets, ambiance, quoi. mais qui Ouais, fait- hein. voilà. Ouais. C'est pas un cinéma À avec force- streamer, c'est de à l'ambiance. force justement de vouloir Ouais. faire du côté intelligent, métaphore toutes les 2 secondes, bah c'est vrai que ça fait Hérédité, fait peur. Hérédité, ça fait peur. Hérédité, pour moi, c'est peut-être le film le plus terrifiant que j'ai vu de ma vie. Moi, hein. on m'a dit, le seul truc qui est au-dessus d'Hérédité, c'est Sinister, et j'ai jamais vu Sinister. Ok. Ah non, Hérédité. Hérédité le dépasse. Ok, bah, moi, Hérédité, c'était terrifiant. Non, ouais, non, Hérédité, non, il est vraiment violent. Mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs où finalement, bah,
ça devient soit, enfin voilà, ça devient des films où on se concentre sur le message qui est passé ou sur le machin, et du coup que, en termes de films d'horreur, on regarde quand même un film d'horreur pour avoir peur, enfin c'est le but, Ouais, moi, j'aime pas le que. côté fun aussi du cinéma. Non mais c'est- Bah, c'est ça. Slasher. Décomplexé aussi. Je peux donner un exemple pour moi de vraiment un film qui est symptomatique de tous les problèmes de l'Helvetic Horror. Pour moi, c'est Longlegs. Ah, Ah, j'ai j'ai pas pas vu. vu. Longlegs de Nicolas Cage. avec Nicolas Cage, qui est vraiment un film qui a des influences très fortes du côté d'Eggers, du côté d'Ari Aster, et qui vraiment se prend trop au sérieux quand le personnage de Nicolas Cage, pour ceux qui l'ont vu, et je sais pas si vous voyez à peu près à quoi il ressemble, Non, mais il a je vais pas vraiment spoiler. une dégaine qui est, comment dire, qui est grotesque. Il a Mhm. une façon de parler, une façon d'agir qui est très grotesque. Et en fait, si le film ne se prenait pas autant au sérieux et quand même gardait un petit côté second degré comme beaucoup de films d'horreur le font, je pense que ça passerait mieux. Ok. Et là, je trouve que le film se prend trop au sérieux et je pense que c'est vraiment c'est le film le plus syndrome de l'Helvetic Horror que vous pouvez voir. Je vous le conseille pas du coup, mais si vous voulez vraiment un exemple concret de tout ce qu'on On fait de pire. exactement tout ce qu'on fait de pire dans ce sous-genre qui a été créé. Euh, Regardez Longlegs et voilà. Après, j'allais dire tout à l'heure quand on parlait d'A24, Hmm. aussi ils cherchent, Oui. eux, c'est vraiment leur image de Bah marque. oui. Bah, Ils vont chercher même des petits réels. J'ai oublié le nom de la femme réalisatrice qui était venue il y a 2 semaines nous voir. oui, Elle a été directement, elle a eu un film qui a eu un prix, donc qui a été sélectionné. à la quinzaine des La réalisateurs à quinzaine des Cannes. réalisateurs, directement à 24, lui envoyer des scénarios pour qu'elle. Donc, je pense qu'ils jouent aussi sur ces cinéastes Bah, ils ont une ligne, de ils ont une genre, ligne éditoriale, je pense. ouais, Hein. et qui viennent aussi de pays un peu différents pour les ramener aux États-Unis. Ce qu'on parlait tout à l'heure des réals français qui partaient aux Six de quatre. États-Unis. Je pense que leur stratégie, c'est de Oh, quoique c'est piocher très, les réalisateurs et de les emmener faire des styles un peu différents d'horreur. quoique c'est très américain, je trouve, à 24. Oui. Oui, mais d'accord. justement, mais je pense que c'est ça qui les intéresse. Maintenant, La ils cherchent à se différenciation. Mais tu vois, internationaliser. mais il y a un côté en plus où, enfin, je sais pas si vous avez le même effet, mais il y a ce côté où on a l'impression que ces films un peu limités d'horreur, qui sont purement, souvent, quasiment tout le temps américains, ça fait un peu. Ils veulent emprunter justement des veines à l'international, des Ouais. veines scandinaves, Oui, qui c'est ça. vendent beaucoup. Et t'es en mode, bah, un bon film vraiment scandinave d'horreur, ça te dépasse, quoi, parce que vraiment, Ouais, ils viennent il sait ce qu'il veut faire. pêcher quoi. nos réalisateurs. Ouais, Ils les voilà, c'est ça. prostituent, ils font des versions moins bien de ce qu'ils peuvent D'accord. faire. D'accord. Non, mais voilà, le proxénétisme cinématographique, pas très apprécié. Souvent les États-Unis qui font ça. Ouais, non, bah voilà. Mais A24 sur sa ligne éditoriale horreur, et c'est aussi une question que j'aimerais amener, me fait beaucoup penser au parcours de Blind House, qui avait Oui. commencé avec Ah beaucoup oui. de films d'horreur assez indépendants, assez indés à concept, et qui sur la fin est parti un peu à accepter tout. Blumhouse, tu veux dire. Blumhouse, pardon. Blumhouse. Je l'avais, pardon, excusez-moi, Blumhouse, et qui, il y avait L'Homme Invisible aussi, qui, pour moi, a un peu ce qui est devenu les Lévités d'horreur après, quoi, un truc qui est L'homme invisible, le film avec. Le récent, ouais. Blumhouse, Ah oui, ok. celui-là. Ah ouais, non, j'avais pas aimé. Mais, Avec l'actrice de La Servante écarlate. Oui, voilà. Ouais. Du coup, qui était un peu dans ce côté. Enfin, j'ai l'impression que les titres d'horreur, ce qu'on considère maintenant comme tel, remontent un peu à cette fin de Blumhouse qui a commencé à avoir des films Après- trop catchy, trop concept. Ouais, Blumhouse. Au début, c'était quand même très important. Et bah, tu sais c'est quoi? Mais tu sais c'est quoi l'ironie? C'est que Blumhouse, c'est ceux qui ont produit Get Out. Ah oui. Donc Bah, je comme pense quoi. que oui, doit y avoir un truc. Non, mais Blumhouse, le truc, c'est que c'est quand même eux qui ont produit les films de James Wan, Mm. Ouais. que moi j'aime beaucoup, que je trouve justement en tant que film d'horreur pur, Ouais, quand même. conjure. Ça, c'est un vrai film d'horreur. Fast and Furious aussi. Ouais, mon Si, j'ai dieu. beaucoup aimé, ouais, Fast and Furious, ça va. Non, mais en termes de films d'horreur, les Conjuring et les Insidious, que moi personnellement j'aime vraiment beaucoup. Et parce que justement, ils envoient du pâté au niveau de l'oreille. Même son Malignante. Alors, moi, Malignante, j'avoue ne pas avoir aimé. Moi, j'ai bien aimé le côté vraiment over the top. Oui, James Wan, tu t'es fait plaisir. Ouais. Moi, j'ai vu que tu t'es éclaté. Ça, moi, non. Tu m'as. Voilà, je sais pas si on a le droit à spoiler, mais cette fin, mais j'étais en mode, mais tu te fous de Ça ma part gueule. en film d'action Non, mais c'est John ça, Wick, ouais, non, c'est mais n'importe voilà. quoi. Bon, tu t'es amusé, moi non, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, c'est le premier film d'horreur que je trouve très très bien fait. Et au niveau de la réalisation, James Wan, il est très très fort. Vraiment, il te manipule avec la caméra et il te fait peur, mais tout le long. Enfin, moi, je sais que je suis pétrifié devant les films de James Wan et je pense que c'est les films d'horreur
qui m'ont fait le plus peur pour le coup. Ok. Et en tout cas, Blumhouse, après ces films-là, après que James Wan du coup n'est plus produit, enfin si, James Wan continue de produire, mais James Wan quand il produit, Il est parti chez Warner surtout, bah je non mais crois. voilà. Et du coup, et Blumhouse pour moi après, il produit Ouais, mais que des mauvais films. Ils sont Ouais, tous ouais. sur des films à concept qui s'essoufflent super vite. Donc ouais. Et je sais Peut-être pas- à force de chercher de la diversité, on se retrouve dans quelque chose qui n'est pas bien. Mais moi, j'aimerais bien qu'on revienne au bon vieux slasher, au bon Bah, vieux j'ai l'impression. monster movie, Bah, justement, je pense qu'on va conclure sur ça. Je pense que l'Helvétie d'horreur perd de son souffle et que le film d'horreur plus gore classique, Ouais. style slasher et tout, revient. Surtout avec le succès d'estime et du box-office d'une saga comme Terrifier. Oui. Ah oui, que moi je trouve Moi, excellente en termes de. Ah, moi, je trouve ça me fait plaisir de voir des mais trucs moi, comme ça. Ouais, ouais. Moi, je n'irai pas voir, c'est trop Moi, vrai. je prends beaucoup Ouais, de je plaisir comprends. à les regarder parce qu'il y a ce côté en plus. Et en plus, Terrifier qui est vraiment dans l'extrême, il y a ce côté très drôle là pour le coup aussi. Bon, j'aurais peut-être regardé ça. En fait, ça m'intrigue, Terrifier. Mais Mais- une soirée, si tu veux, on les gardera. Trigger warning du coup parti. pour les gens qui nous écoutent, si vous êtes une âme sensible, n'allez vraiment pas voir Terrifier. C'est- Surtout le premier ça va encore, mais à partir du 2 il y a vraiment des scènes Puis c'est une montée en Ouais. puissance. ouais, qui sont d'une grande violence. Ouais. Donc si vous kiffez les films gore hyper trash et très grotesques, Ouais. je vous invite à regarder. Si vous n'aimez pas, fuyez tout simplement. Tout Mais est-ce simplement. que c'est du gore? Moi, c'est le truc Leur que j'ai. fun. Est-ce que c'est du gore à la destination finale, qui est très fun? Ou est-ce que c'est plus du gore à la Saw, Non, qui est non, très non. graphique, viscéral? C'est vrai que la comparaison à Destination Finale, en plus, comparaison intéressante parce que Destination Finale a eu une suite il y a pas longtemps, Ouais. qui, moi j'ai vu. Et ça a je sais été repris par les Français maintenant. Le prochain Destination Ou le Finale, c'est prochain- français. Ouais, non, c'est un Belge. C'est un Belge, pardon. Un francophone. Attention. Attention, pardon. Non, mais oui, et c'est marrant du coup que Destination Finale ait une suite, je sais pas combien d'années plus tard depuis le dernier, mais Attends, 7 ans, ouais. il me semble. Ok, bah oui, et donc moi je trouve ça hyper cool, quoi, ce retour du cinéma, c'est de la série B, même pas B, Ah oui. c'est du Z, là. C'est loin. Hein. Genre, c'est hyper fun. Et donc, oui, je pense que de toute manière, les VT d'horreur perdent en Après, puissance, c'est quoi. vrai que là, qu'on parlait des Leviathan d'horreur, c'est aussi assez symptomatique de un essoufflement de base Mm. des suites Ouais. qui n'en peuvent plus. Ouais, ouais. Des Scream, ils sont à combien? Scream 7, Scream 6? Oui, je crois que c'est le 7. C'est le 7, bah voilà. Alien aussi. Des Scream 7, des Aliens. Après, pour moi, Alien, c'est un petit peu plus. Alien, c'est différent, ouais, parce que c'est chaque film, c'est un réalisateur, donc ça peut continuer. Alors, Ouais. destination finale, c'était 2011 et après c'est 2025, donc c'est plus. Ah ouais, c'est 14 ans. C'est 14 ans. En tout cas, voilà, il y a quand même eu beaucoup de Ah oui. destinations finales. Enfin voilà, ces grosses sagas d'horreur qui s'est suivi. Enfin, il y a aussi. Bon, En fait, il faut plus de slasher originaux. non, mais c'est ça. Et puis, Bah, il y a Matrix, tout ça. Bah, justement. Ah, c'est vrai que moi je pourrais pour vous parler du Ponyverse, j'ai On va tout vu aller du pas Ponyverse. finir. Avec les films sur Winnie l'ourson, version horreur. Mais Les c'est films sur Mickey, trop drôle. pas le réel de Terrifier en plus. Ah ouais? Attention, les films sur Mickey ne font pas partie du Ponyverse. Non, mais il y a eu il y a eu un. Tout un lore à creuser. Je crois que c'est Ah oui. Steamboat le film. Du coup, c'est Steamboat Willie et c'est pas Mickey. Et c'est drôle. Et c'est fait par le réalisateur de Terrifier et il est aussi D'accord. très absurde. Il est un peu drôle, lui. Mais du coup, ouais, parce que Terrifier, vraiment, c'est la figure de proue de ce cinéma Oui. vraiment de niche qui reprend en puissance. Parce que Ouais, je c'est crois ça. qu'en plus, ce qui est marrant, c'est que si on regarde les budgets Mm. des 3 opus, pour le moment, ça mais- décuple en fait. C'est Oui, à, oui. à chaque opus. Donc c'est assez impressionnant. Le 4, je crois, va tourner là dans pas longtemps et sort l'année prochaine. Donc je pense qu'on a un retour en force du cinéma d'horreur Puis c'est ça, il y a un cinéma d'horreur qui s'assume populaire. Et ça, ouais. Parce que, enfin voilà, on en parlait, quoi. Il y a une forme de mépris de classe dans les Leviathan. Bah, je pense que Et c'est une forme de gentrification Ouais, du c'est ça, cinéma plus, d'horreur. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, Et voilà, et Terrifier, on vient, c'est grossier, c'est marrant, et on rit, et ça part dans tous les sens. Il y a du fantastique dans Terrifier, et ça Oui, part ça part dans des une trucs. histoire d'épée magique. Enfin, et je trouve ça vraiment très très drôle en fait d'en Mm. faire autant. Ouais, ouais. mais moi j'ai un peu un problème avec les Terrifier et avec les destinations finales, avec le Ponyverse, tout ça, même si le Ponyverse c'est vraiment de la série Z et c'est limite parodique, enfin c'est limite c'est du nanar assumé, ce qui est particulier, parfois on aime, parfois on n'aime pas. Mais du coup, je trouve j'aimerais bien un nouveau Halloween, un nouveau enfin un vrai slasher Il y en a qui a eu de l'âme. Ouais, il y en a eu, ouais. Il y a eu une trilogie il y a pas Non, longtemps, non, Halloween. pas un nouveau Halloween, Ah, une un suite, nouveau mais slasher. un nouveau slasher Bah, qui a ça, cette je- présence de oui, je slasher suis d'accord. sérieux, Oui, je suis ou bien Ouais, slasher mais sombre, je sais pas si ça peut se refaire. qui n'est pas une parodie de lui-même. Je sais pas. Mais Scream, c'était déjà presque une parodie, hein. Et ça marche très bien. Et ouais, Bah, c'est pour ça, c'est que je pense qu'en fait,
comment dire, le monde devient de plus en plus cynique. Et donc, je sais pas si ça remarcherait de faire quelque chose comme Halloween qui se prend très au sérieux. Mais j'ai l'impression de toute façon aussi, pour le coup, dans le cinéma d'horreur, ce qui marche beaucoup et que moi, personnellement, par exemple, je suis très content que ça se développe, que ça se redéveloppe, c'est le body horror, qui est un genre que Oui, ça j'affectionne revient beaucoup là. Et voilà, et moi j'aime beaucoup Cronenberg. Il y a Et, une substance, oui, qui a bah voilà. relancé le truc. Bah, du Ducournau qui déjà quand même a... Ouais, Titan, Grave et mm. Titan. Mais c'est plus niché que The Substance. The Substance, oui, il y a un côté beaucoup Oui, plus... marqué, surtout. J'ai pas vu ça. un C'est vrai que je le vois. plus grossier et Oui. vraiment débordant. Mais donc voilà, et donc le côté body horror, cinéma d'horreur organique qui revient un peu en force. Et je pense que ça peut être une voie aussi au cinéma d'horreur. Je pense qu'il y a une sorte de mutation du cinéma de Helvetii d'Horreur qui commence Ouais. à fusionner avec la série B, que je trouve assez intéressante. Je vais faire une toute petite parenthèse et je pense qu'on va conclure après sur un cinéaste que moi je trouve hyper intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas, mais c'est Zach Cregger, donc réalisateur de Barbarian et de Weapons, qui est sorti cet été. Ah, ça a beaucoup marché, ouais. Qui est un cinéaste qui vraiment, ouais, Et les médias d'horreur, Weapons. qui fait un peu les Helvetii d'Horreur, mais comment dire, c'est que pour les deux films, sans raconter pourquoi, et je vais vraiment pas spoiler parce que je vous invite à aller les voir parce que je trouve que c'est des expériences à vivre, qui sont des films qui ont des moments de rupture de ton, d'une violence tellement folle que ça devient genre un film mutant qui en même temps est dans les Helvetii d'Horreur et en même temps assume complètement le fait d'être un film d'horreur. Pour sa défense, Weapon, que j'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'il y a plein de défauts quand même, je trouve, dans ce film. Il a au moins le culot d'assumer ce qu'il fait d'une certaine façon. Bon, après, ça dépend si on voit des fois les propos du réalisateur qui étaient un peu confus. Oui. Mais le film en lui-même, ouais, il a ce côté de ne pas faire comme on a déjà vu. Il est assez fun, hein. Voilà, et il a un côté fun. Je pense que des fois, ça peut aussi un peu enfariner, enfariner un peu du coup le film d'horreur qu'il est, mais oui, il a des côtés sympathiques en tout cas. Je pense que Weapon, si Oui. ça avait été vendu comme un film beaucoup moins sérieux C'est ça. que la promo avait faite, Et ça aurait, je pense, bénéficié au film et la déception enfin, ça aurait évité la déception que beaucoup de gens avaient bah, déjà j'avoue, fait. le problème, c'est aussi la communauté. La communauté, enfin, oui, j'ai il a été été voir maxé, peut-être ouais, une quoi. semaine, juste Ouais. une semaine après sa sortie, mais le film est sorti, tout le monde dit c'est le film le plus terrifiant de l'année, Mais- enfin, vraiment de la dizaine, machin. Après ça, c'est toutes les promos, hein, de toute manière, qui vendent Oui, des c'est films. pas faux, mais je sais pas, j'avais senti vraiment une grosse promo là-dessus pour Weapon, que vraiment on avait vendu, qui était terrifiant. Et il y a de très bonnes scènes d'horreur, moi il y a des scènes que j'ai adorées de Il y a des Weapon. scènes qui font vraiment Ah, sursauter. oui. Non, bah, la scène, puis sans faire sursauter, la scène Dans la voiture. dans la voiture avec la vieille qui sort et les ciseaux, mais au secours, j'étais Ouais. tellement mal. Et pour moi, il y a vraiment des pépites vraiment dans ce film, mais dans une globalité qui a du mal. Mais est-ce que les Helvetii d'horreur ne seraient pas des films juste trop maxés? Des films Ouais. qu'on a trop survendus, Bah, ouais, en en fait. C'est Hérédité, c'est Mais- pas survendu. Et non, mais parce que Ari Aster, Hérédité, on est sûr. c'était les premiers, tu vois, c'était les premiers, c'est ceux qui ont ouvert la voie. Mais ça, en fait, il y a- Après, les gens ont vendu les films comme c'est les Helvetii d'Horreur. Tu vas voir, regarde, c'est comme Midsommar ou c'est comme Hérédité. Bah, il y a un problème, enfin, c'est un cinéma un peu bobo. Dans Mhm. tous les cas, enfin, il y a. C'est vrai que c'est très bourgeois, quoi. Non, mais voilà, oui, c'est non, mais très, Flickr, ça bobo, vient bien. ce Mhm. côté, Nous, on C'est vrai que ça. regarde Nous, pas de slasher. on revient sur le mépris de classe, sur Ouais, la oui, gentrification de l'horreur. ça, on est tous d'accord là-dessus. Est-ce qu'on Mais- l'a pas aussi surfait le slasher en vrai? Je veux dire, le mec qui arrive, qui va te tuer et que t'arrives pas à. Bah, je pense que, en fait, je pense que à partir du moment où il y a Wes Craven qui est venu faire une saga de films où il a complètement démonté le genre, Ah, non, mais- c'est facile de le reconstruire. C'est pas facile de le reconstruire plutôt. Ouais. Puis après, il y a ce côté de toute façon avec l'horreur, qui, moi personnellement, je suis pas plus grand fan des films d'horreur, Ouais. mais parce que c'est un genre qui justement peut, à mon avis, devenir rapidement mauvais. Un film Ouais, d'horreur ouais. peut très rapidement devenir un mauvais film. Mais parce que le film d'horreur, moi je vais reprendre une citation de Jean-Baptiste Auré, c'est que le film d'horreur. Le mec parle de mépris de classe. Ouais. Non, mais Toré, c'est le goût. qui disait que le film d'horreur, c'est un film burlesque qui tourne mal, et le film burlesque, c'est un film d'horreur qui a bien fini, Oui. tu vois. Donc c'est pour ça que ça peut rapidement devenir ridicule, c'est parce que c'est sur une ligne tellement fine entre le C'est ça. ridicule et le terrifiant qu'il faut vraiment être très précis. Massacre à la tronçonneuse. Hein. Massacre à la tronçonneuse, ça joue sur la ligne, hein. Ouais. Des fois, ça ridicule. Mais c'est vrai et que des du fois. coup, les films d'horreur qui arrivent à, en prenant tes propos, à se situer sur les lignes,
c'est des chefs-d'œuvre. Oui. Et voilà, et on arrive avec des films, du coup, mais c'est vrai que du coup, c'est compliqué de tenir en équilibre. Mais aussi sur revenir je le relance pas non plus le sujet, mais aussi on a cette évolution du thriller et pas du film d'horreur, qui est un peu lié à ce mouvement de l'édit d'horreur. Je sais que Shining est beaucoup moins considéré comme un film d'horreur avec le temps et plus un gros thriller et des trucs comme ça. Oui, après, c'est aussi parce que maintenant, on a tellement de violence graphique et de. Mais c'est pas la violence et graphique de- qui fait un film d'horreur. Non, mais par exemple, mais sans même parler de violence graphique, même des films comme Conjuring qui ont, ont mis. Enfin, c'est des scènes d'horreur qui s'enchaînent et qui s'enchaînent et qui sont assez intenses. À force, enfin, Les Dents de la Mer, c'est compté comme un film d'horreur. Et pourtant, je crois pas qu'on est terrifié devant Les c'est Dents de vrai. la Mer. Mais Shining, je pense que ça fait toujours peur. Hein. Mais Shining peut toujours faire peur, mais c'est juste qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Ouais. Je suis sûr que les gens avaient les chocottes devant Nosferatu Oui. en 1922, mais bon, Mais- voilà. Il y a ce côté réappropriation et un peu je trouve ça méprisant. Moi Ouais, mais aussi, dans les de deux dire sens. de dire que Shining c'est plus un film d'horreur, c'est au-delà, c'est un thriller. C'est Bah, par pas contre, je trouve peur ou ça- quoi que ce soit. Je sais pas si c'est méprisant, mais je trouve ça dommage. Voilà, Par contre, aussi. de l'enlever, tu vois, même si je dis que je veux pas du tout avoir peur devant Les Dents de la Mer. Ça reste un film d'horreur. Bah voilà, ça reste c'est un un film film de d'horreur. Pierre angulaire. Non, mais voilà, ça reste un film d'horreur parce que il y a de la peur dedans. Les personnages ont peur et t'es censé avoir peur. C'est Mais- pas parce qu'il y a eu plus qu'on doit revenir sur ce qui a été fait avant. Voilà. Et maintenant, on va terminer très rapidement par les lacunes de Thomas, parce qu'on manque de temps malheureusement, mais c'est-à-dire qu'on a profité. Et du coup, on va passer sur les lacunes de Thomas. Il y aura un générique. Où, d'abord, je donnerai mon avis sur le film de la semaine dernière, puis j'annoncerai le film que l'on doit voir pour la semaine prochaine. Les lacunes de Thomas. Et alors Thomas, 8,5, est-ce que tu pourrais nous parler de 8,5 en 8 mots et demi, s'il te plaît? Alors je dirais, j'ai pas aimé, non, j'ai pas aimé, c'est pas pour moi. Bah merci Thomas pour cet avis sur 8,5. Un petit mot, Alexandre, 8 mois et demi. Bah, en 8 mois et demi, Trop long, juste t'as bien aimé ou pas? 5 mots. Film préféré de David Lynch. Ok, bah parfait. super. Et la semaine prochaine, on regarde la liste de Schindler et la liste de Schindler. La liste de Schindler, ok, Steven Spielberg. Bah, Exactement, je n'ai jamais vu la liste de Schindler. D'accord. C'est honteux. Un peu quand même. C'est pas grave. Oui, mais c'est bien, moi je suis bon, enfin, c'est un excellent film. Après avoir vu Comency, qui est aussi un film d'horreur, mais bon, j'en parlerai pas, je vais voir la liste de Schindler. Une bonne semaine en perspective. Merci de nous avoir écoutés. On espère vous retrouver très bientôt. Partagez le podcast en masse. Allez voir des films en masse. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur tous les réseaux. Chez Abonnez-vous. YouTube, Spotify, Deezer, Apple TikTok. Podcast, TikTok. Bientôt, Instagram. bientôt les. Attendez, on va le refaire plus clairement, les amis. Vous créez un letterbox. Pardon, on verra ça après. Oh, on peut faire ça. Donc, pour écouter le podcast, on est sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music. Pour nous suivre, on est sur Insta, voilà, tout simplement, et TikTok, où on va diffuser des petits extraits du podcast. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir, les cinéphiles. Regardez les films. Bisous. Les cinéphilos.